Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Au cœur du mental. Moi c'est Yannick et je suis accompagné de Laure et on va se présenter rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas encore ou qui arrivent sur ce podcast. Donc je te laisse te présenter Laure en première. Bonjour tout le monde et merci d'être là avec nous aujourd'hui, de prendre le temps pour nous écouter. Donc, je suis Laure, coach mental et futur psychologue et j'aime bien dire que j'ai des personnes à passer à l'action pour éviter qu'ils passent à côté de leur vie. Donc, un gros travail sur les peurs, les insécurités, les croyances limitantes en alliant à la fois psychologie et coaching. Et Trop bien. Yannick, vas-y, je t'en prie. Trop bien. Bah, moi, c'est Yannick, coach mental aussi, et plus basé un petit peu sur les philosophies asiatiques, les traditions méditatives. Ça, c'est un peu ma spécialité. J'enseigne et je pratique la méditation depuis 10 ans. Donc, le but, c'est d'apprendre à se comprendre, d'apprendre à se connaître, et pour pouvoir simplement arrêter de naviguer en mode survie dans sa vie et enfin Mm. vivre pleinement et intensément et comme on le souhaite sa vie quotidienne. Donc voilà, et aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler d'anxiété sociale. Vaste sujet parce que ça soit toi ou moi, c'est un sujet qu'on a vécu personnellement, en plus Mhm. dans notre parcours et que toi tu abordes aussi beaucoup avec les personnes que tu accompagnes et que tu as beaucoup étudié aussi en psychologie. Mhm. Et on va voir aussi peut-être quels pourraient être un peu des points de vue sur les côtés philosophie asiatique, méditative, etc. Quels pourraient être un petit peu les points qui se rejoignent, mais peut-être je vais te laisser d'abord la parole pour que tu nous expliques un petit peu comment on définit l'anxiété sociale. L'anxiété sociale, c'est quoi d'un point de vue psychologique? Euh, Quels sont peut-être un peu les symptômes? Quelles sont les définitions, etc. Donc, je te laisse la parole pour commencer, nous introduire un petit peu ce sujet de l'anxiété sociale. Ouais, super, c'est parti. Si vous voulez prendre des notes, c'est le moment, hein. Vous savez, moi, j'aime bien les définitions. Donc, on va commencer par la théorie et comme d'habitude, on va aussi faire un peu de pratique, vous donner des conseils pour vous aider si jamais vous vous reconnaissez dans l'anxiété sociale ou si voilà, vous connaissez des gens qui peuvent être dans cette situation-là. Donc, la base, en fait, de l'anxiété sociale, c'est une peur, en fait, et c'est une peur des autres êtres humains. Ok. Et en fait, c'est de voir les autres comme des personnes qui peuvent potentiellement nous faire du mal, donc qui pourraient être un danger ou une menace. Alors, c'est pas forcément conscientisé. Là, ce que je vous dis là, enfin, moi, je m'en suis rendu compte plus tard, en fait, de me dire, mais en fait, j'ai peur des autres êtres humains. Et quand je dis un danger ou une menace, c'est quelque chose qui est subjectif. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que vous pensez que vous allez faire vous agresser par les gens constamment, en fait. Mhm. Ça va être sur des choses un peu plus subtiles, comme le fait qu'on me rejette, qu'on se moque de moi, qu'on me dise que je suis pas intéressante ou que je suis nulle, euh, qu'on me fasse un peu des remarques qui soient embarrassantes, ou que je m'humilie ou que je ressente de la honte. Donc sur ces dimensions comme ça, un petit peu subtiles. Donc, en fait, ça peut arriver dans des moments où on est même socialement en sécurité normalement, en fait. Il n'y a pas besoin d'être dans quelque chose qui est dangereux. En fait, c'est notre Mhm. interprétation de la situation qui est on interprète comme un danger la situation alors qu'en fait, elle l'est pas forcément, si je t'entends bien. Oui, exactement. Après, ça va dépendre de l'intensité. Donc, à savoir que l'anxiété sociale, c'est considéré comme un trouble mental, comme une Ok, ouais, pathologie. ouais. Euh, et en fait, en fonction de l'intensité et en fonction de l'impact que ça va avoir sur votre vie, ça peut dépendre des personnes. Euh, on peut retrouver certains signes aussi. Enfin, par exemple, avoir le trac de parler devant un groupe de 100, 200 personnes, ça, on retrouve ça chez tous les êtres humains. Mais en fait, ce qui va différencier, c'est différencier. Ouais, tu te reconnais. Je pense que ça parle à beaucoup de gens. Et effectivement, il n'y a pas Ouais, besoin d'avoir de voilà, l'anxiété sociale pour ne pas forcément exactement. adorer parler devant un énorme public. C'est ça. Donc, l'idée, en fait, c'est que avec tous les troubles mentaux, ça va être à quel point c'est intense pour vous et à quel point ça impacte votre vie. Donc, je vais développer un petit peu plus durant cet épisode. Mais déjà de vous dire, en fait, si vous avez le trac devant les gens, quand vous devez parler devant beaucoup de monde, vous n'avez pas forcément l'anxiété sociale. Ok. Il y a aussi des choses qui sont, entre guillemets, normalisées, normales, qui fait qu'on soit des êtres humains.
OK, donc quelle est en fait la différence justement entre, OK, j'ai de temps en temps peur de parler devant les gens, OK, je suis un peu inconfortable, dans une situation de groupe ou comme ça et bon, là, j'ai vraiment de l'anxiété sociale, c'est répétitif, et cetera. Quelle est un peu la différence? Comment est-ce qu'on peut évidemment, on va pas faire un diagnostic, ensemble et c'est important de le dire. Si vous pensez que vous avez peut-être un peu d'anxiété sociale au fur et à mesure de cet épisode, allez voir un spécialiste, allez voir quelqu'un qui va être capable de diagnostiquer, comme on l'a dit, c'est un trouble mental. Donc là, on part du principe qu'il y a des gens qui ont déjà été diagnostiqués, qui savent ce qu'ils ont ou alors qu'ils ont peut-être, des soupçons, et cetera. Comment est-ce qu'on on différencie un petit peu, Mhm. ces 2 choses? Alors, ça va être vraiment sur l'intensité et sur la fréquence et comme je disais tout à l'heure, sur comment ça impacte votre vie. En fait, c'est que, on va qualifier ça comme une peur qui est intense et persistante dans des situations sociales ou des situations de performance. Mmh. Et on va vraiment avoir cette crainte qui nous envahit. En fait, c'est ça, c'est cet envahissement, donc à la fois, au niveau émotionnel, au niveau des pensées, au niveau des comportements. Je reviendrai, OK. un petit peu là-dessus plus en détail sur ces 3 dimensions. Hem, mais déjà, je peux vous présenter les différentes situations dans lesquelles ça peut se manifester. Ouais, avec plaisir, ça devrait parler à pas mal de monde ça. Oui, je pense. Donc, premier type de situation, ça va être les situations qu'on appelle de performance. Donc, quand on doit passer un examen, un entretien, quand on doit lire un texte devant tout le monde à une cérémonie, par exemple. Donc, en fait, là, c'est vraiment, on s'attend à ce que les autres vont nous juger, en fait. C'est qu'il y a un enjeu derrière de se dire, bah, en fait, je suis devant des êtres humains qui vont potentiellement me juger pour ce que je vais dire ou ce que je vais faire. Et donc ça va créer une tension, psychologique et on peut, par exemple, avoir des réactions comme, bah, je vais commencer mon cœur va battre super vite, je Mmh. vais commencer à transpirer, je vais bégayer aussi, je vais avoir du mal à parler, et en fait, quand on va voir la différence entre, je suis timide ou je suis stressée ou j'ai le trac, ça va se jouer sur l'intensité de ces ressentis. Si on Ouais, va dans les extrêmes, ça peut être des personnes qui ont des crises d'angoisse, tout en à fait. fait. Ou alors ça peut être paralysant. C'est vraiment c'est Mmh. ça vient tellement fort que ça nous empêche de faire la performance, en fait, c'est ça? Exactement. Alors que ça nous empêche de la faire ou on la fait, mais d'une manière où, c'est comme un combat un peu intérieur, en fait. Ouais, ouais, on va dire handicapé Ouais, dans notre performance. OK. exactement. Donc c'est vraiment dans l'intensité. C'est ça qui est vraiment à prendre en compte, c'est l'intensité des sensations corporelles, des ressentis, des émotions, qui va définir, en fait, si on est sur quelque chose plus d'anxieux ou quelque chose plus de, bah, un «trac» entre guillemets, normal. OK, ouais. Hem, ensuite, deuxième situation, il y a les situations qu'on appelle les situations d'observation. Mmh. Donc là, ça va être par exemple, on se retrouve dans des situations où on va être observé par d'autres personnes et en fait, on va avoir la sensation qu'on est observé. Et là, on retrouve ce que tu disais au début, enfin ce qu'on disait au début sur la dimension subjective en fait. C'est parfois des situations où on a l'impression que les autres nous regardent, alors qu'en fait, peut-être qu'ils ils s'en fichent de nous, ils ne regardent pas du tout. Ça, c'est vrai que c'est un classique, hein, le côté de on a l'impression d'être le centre du monde et en Mmh. fait que tout le monde nous regarde, tout le monde nous juge et alors qu'en fait, dans la réalité, les gens en ont plutôt rien à faire, ne nous remarquent peut-être même pas. Mais dans notre tête et c'est ça qui est important, c'est que c'est une Mmh. réalité. C'est qu'on a vraiment Exactement. l'impression que tout le monde est en train de nous juger, que tout le monde est en train de nous observer, de nous scruter et que potentiellement, on est d'accord qu'il y a aussi un côté négatif de ce jugement. Oui, C'est-à-dire oui, que oui, oui. on va se dire: «Ah, les gens ne m'aiment pas, les gens trouvent que, je sais pas, je suis mal coiffé, je suis mal habillé, que je fais pas sérieux, que, je suis pas quelqu'un de bien, je suis pas quelqu'un d'intéressant» et cetera. Et c'est tout ce genre de pensées, en Mmh, fait, mmh, mmh, qui mmh. vont venir quand on est dans une situation où on ressent cette anxiété sociale. Exactement et c'est important ce que tu dis, c'est que c'est sur des choses négatives. C'est-à-dire que, quand on est anxieux social, on s'imagine pas que les gens, ils vont penser des trucs positifs sur nous, parce que sinon ce serait quand même bien plus confortable. Non, c'est vraiment d'imaginer, qu'ils vont penser des choses négatives, sur nous, un jugement négatif et qu'ils vont potentiellement nous le renvoyer ou pas. Ça va dépendre après des personnes et des situations.
Et dans ces situations d'observation, ça peut être par exemple, vous mangez en public, vous êtes dans un restaurant. OK. Pour certaines personnes, aller dans un restaurant et manger devant les autres, c'est très très compliqué. OK, d'accord, je connaissais pas ce j'ai rarement rencontré ça, effectivement. Donc là, on va être dans une anxiété sociale qui est plus vers l'extrême, on va dire. OK, ouais. C'est-à-dire on est sur une échelle d'intensité, de variation. Mmh. Donc là, je vous explique un peu les différents exemples, les différentes possibilités, et on pourra en reparler après plus, mais à savoir que selon les personnes, ça peut être différent aussi. Mmh. Qu'on se retrouve pas, enfin, c'est pas une liste avec si j'ai ça, 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 c'est bon, je check toutes les Oui, boîtes, oui, oui, tout les à fait, box. effectivement. Et si j'en check pas une ou deux, ça veut dire que j'ai pas. En fait, c'est beaucoup plus complexe. L'être humain est beaucoup plus complexe, on ne répétera jamais assez. Ouais, on est tout à fait d'accord. Euh, Donc en gros, on est c'est pas parce qu'une personne ressentirait de l'anxiété sociale dans X situation, ça veut pas dire que si nous, on ressent pas cette anxiété sociale dans cette situation-là, que l'on n'a pas aussi d'autres situations où on peut l'avoir. Genre, il peut y avoir des personnes, ça va être, comme tu disais là, au restaurant, d'autres personnes, ça va être que quand il y a plus de personnes, d'autres, ça va être plutôt quand il y a un échange entre, juste, plus mhm, intime, plus intimiste, on va dire, entre guillemets. Ça peut varier, en fait, les endroits ouais. où ça se manifeste, c'est ça? Oui, tout à fait. Et on avait un petit peu discuté sur ce sujet tous les deux. Mmh. Et on voyait aussi qu'on n'avait pas forcément la même expérience ou les mêmes anxiétés qui venaient Ouais, selon les on situations. pourra revenir là-dessus après, Ouais, on pourra effectivement. revenir là-dessus. Ouais. Donc voilà, toute situation où vous pensez qu'on vous observe, donc soit vous mangez, soit si vous êtes en train de boire, si vous êtes en train de conduire, de marcher par exemple, écrire aussi. Mmh. Si par exemple vous écrivez quelque chose et qu'il y a quelqu'un qui regarde ce que vous faites, ça pour certaines personnes anxieuses sociales, ça peut être très élément déclencheur et très difficile. OK. Euh, Ensuite, on a les situations d'affirmation. Donc l'affirmation, c'est l'affirmation de soi. Donc c'est comment est-ce que je vais me présenter aux autres. Donc ça va être quand je dois donner mon point de vue sur un sujet, si je dois faire une demande pour défendre mes droits, pour faire une réclamation, si par exemple, je suis en discussion et que je suis pas d'accord avec quelqu'un, et ben en fait, je vais avoir du mal à exprimer que je suis pas d'accord. Ouais, À nouveau dans cette optique de se dire, mais en fait, l'autre, soit il va se moquer de moi, soit il va me rejeter, soit il va pas m'aimer. ouais, Euh, celui-là, il me parle donc, bien. ouais. Moi aussi, hein. Ah! Et aussi beaucoup de personnes que j'accompagne. C'est pour ça que tu disais au début que je travaille pas mal sur ces dimensions-là. Et l'affirmation de soi, c'est quelque chose, c'est un gros paquet, si je puis dire, de ce que je travaille aussi. Ouais, celui-là, il me parle beaucoup. C'est un des points, je pense, qui est très difficile parce que je sais pas exactement pourquoi il est si difficile, peut-être que tu auras des pistes, mais moi, j'ai l'impression que c'est un point difficile parce que j'ai la presque c'est presque instantané, en fait. C'est que je me mets à nu avec potentiellement, on est dans une situation où on met des opinions qui sont justement des opinions, donc on projette à l'extérieur qui on est, nos Mhm. valeurs, nos idées, et cetera, ou alors nos limites, peu importe, mais on met une partie de nous à l'extérieur et donc en fait, on s'ouvre au jugement direct des autres. Moi, ça me l'a fait, bah, d'avoir de la peine à m'affirmer, juste dans des groupes et cetera et plus Mhm. récemment, quand j'ai commencé à me mettre, sur internet pour partager des Mm. points de vue. Alors donc quand j'ai commencé, c'était très lisse. Je voulais déranger personne. Je voulais pas donner trop Mm, mm, d'opinions, mm. de choses comme ça. Maintenant, ça va beaucoup mieux. J'ai vraiment cette facilité maintenant à dire: «OK, bah, je pense ci, je pense ça» et cetera et c'est OK si on n'est pas d'accord avec moi et tout. Mais ça a pris énormément de temps Ouais. et c'est pour ça que ça me parle beaucoup ce côté, affirmation parce que Mm, j'ai été directement, mm. je m'en suis vraiment rendu compte que j'avais ce problème quand j'ai commencé à partager des choses Ouais. sur internet. Mm, mm, mm. Je te rejoins là-dessus sur partager des choses sur Internet. Et pareil, tu vois, moi au début, quand j'ai commencé à ouvrir, donc j'ai ouvert mon compte, en plus à la base, je ne suis pas du tout sur les réseaux sociaux, donc j'ai vraiment ouvert mon compte pour mon travail. Et en Mmh fait, mh. au début, alors je dis que je me suis cachée, entre guillemets,
derrière tout ce qui va être justement connaissance théorique. En Ouais, fait, c'est comme si je exactement. faisais un peu des cours, tu vois. Je dis, Oui, bah, ça, c'est les informations. Bah, typiquement, je reprenais mes cours ou des lectures que je faisais. Et du coup, ça restait très froid, entre guillemets, dans le sens où académique. c'est... Ouais. C'est ça, ouais, ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. Et en fait, après, petit à petit, j'ai commencé à bah, plus, tu vois, donner mon avis ou à plus partager des choses personnelles. Alors, quand je dis personnelles, c'est pas que je raconte ma vie, mais en tout cas, des choses qui me concernent plus moi. Ouais, ou qui te Euh, tiennent à cœur, oui. ou tu as une vision peut-être même Mhm. différente de certaines choses, que tu as quelque chose à apporter de plus, mais qui vient de toi, qui est pas une connaissance académique, absolue, Exactement. juste, et cetera. Je comprends totalement ce que tu veux dire. Et ce qu'on peut voir aussi, alors on pourra revenir un peu dessus après, mais c'est que ça s'est fait par étapes, tu vois. Enfin, toi, Mmh mh. pareil, enfin, on retrouve cette idée-là, c'est que voilà, au début, on a fait ça, puis en fait, petit à petit, bah, on a un petit peu fait évoluer nos contenus parce qu'on s'est senti aussi plus à l'aise. Et ça, en fait, Ouais, ça rejoint ce qu'on appelle la thérapie d'exposition et ce qu'on travaille, en fait, c'est qu'on va exactement. faire étape par étape. On va se donner, alors moi, en plus, j'aime bien donner des petits challenges et des exercices à faire aux personnes que j'accompagne. Du coup, et en fonction de chacun, c'est-à-dire en fonction de là où en est la personne actuellement. Ouais, Donc, pour certaines personnes, je vais donner des choses qui sont plus difficiles que pour d'autres. C'est vraiment en fonction de la personne. Et faire comme ça par étapes, en fait. Et pas se lancer dans le c'est quoi l'expression du loup, là, la gueule du la loup. cage au loup. Enfin, je sais plus. Ouais, Ouais, c'est dans la gueule du je loup, sais ouais, ouais, plus c'est ça. l'expression. D'y aller vraiment par étapes. Et en fait, c'est ça. Enfin, je sais que, en tout cas pour moi, c'est ce qui m'aide aussi personnellement et ce qui m'a beaucoup aidé en fait à débloquer certaines choses, c'est vraiment de passer à l'action, de les faire à mon rythme. Et ça, en fait, c'est ce que je vous dis là, c'est scientifiquement prouvé. Voilà, ça sort pas de nulle part. C'est que si tu fais par petites expositions, par petites étapes, en fait, ça va être beaucoup plus simple pour toi de faire à la C'est suite. c'est hyper important ce que tu dis et je te rejoins totalement. Hem, sur 2 points. Déjà, le premier de faire ça petit à petit, parce que moi, tu m'aurais Mhm. demandé d'aller me mettre sur les réseaux, il y a quelques années en arrière. Je t'aurais dit: «Oui, bien sûr. Écoute, on va déjà commencer par juste, oser m'affirmer, avec mes amis». D'accord? Ou avec des nouvelles personnes que je rencontre, ou des choses comme ça, tu vois? C'est presque plus Mhm. facile comme ça avec des nouvelles personnes qu'on rencontre. Donc, je pense que c'est très important de savoir où on en est actuellement Mhm. et de pas faire un Ouais, saut trop, ouais. trop dur parce que ça peut être, je pense qu'il y a une notion un petit peu de traumatisme. C'est-à-dire que si on y va trop Ouais. fort, ça peut avoir tendance à réveiller en nous un trauma ou un réflexe de survie Mhm, ou quelque mhm, chose qui va nous figer complètement et qui va renforcer ce trauma en disant: «Ah, tu vois, ça s'est mal passé». Mais c'est parce qu'on a été un peu trop rapide, un peu mm, trop mm, loin, mm, mm, et ça mm. peut avoir tendance à créer une réaction encore plus négative, en fait. On on se dit: «Bah, tu vois, ça s'est mal passé, donc il faut pas que je répète ça, donc je vais plus le faire». Alors que je pense que c'est ça qui est très important, d'y aller petit à petit. Ça, c'était le point numéro un, et le deuxième point, c'est accepter l'inconfort. Parce que moi, c'est l'erreur que je faisais, c'est: «Ah, mais je me sens pas bien de le faire, donc je le fais pas». Mm. OK, j'aime pas, c'est surtout ce «j'aime pas». J'aime pas, ou je me sens mal à l'aise d'aller, par exemple, à une fête, hein, une fête d'anniversaire. Pour moi, c'était des trucs tout bêtes comme ça, hein, une fête d'anniversaire. Je suis dans un cadre où ça va être beaucoup de petites discussions sans intérêt, et cetera, et je sais pas pourquoi, mais moi, c'était les pires, ces discussions-là. C'est si on va dans un Le sujet small hyper talk. important, et cetera, les small talk, c'est le pire, et on Je reviendra comprends. là-dessus, mais il y a des mécanismes psychologiques pour ça que j'ai compris après. Mais effectivement, c'était pas agréable, mais le faire quand même dans la Mm, respect de ce qu'on est OK de faire sur le moment, mais d'accepter que ça va pas être agréable, en fait, et on peut pas attendre de sentir d'aimer ça et de se sentir parfaitement à l'aise pour le faire, parce que ça marche pas comme ça. Si tu attends ça, tu le fais jamais. Parce qu'en fait, ce pas, mm, mm, mm. ce petit saut dans le vide, tout petit même qu'il soit, il va forcément être inconfortable. Il y aura forcément un petit côté de nous qui dira: «Non, mais j'aime pas, j'ai pas Mm, envie», et c'est là où on évolue, c'est ce qu'est la thérapie d'exposition, hein, c'est tu le fais,
même si c'est un peu désagréable. Et le but, c'est que ça soit un petit peu désagréable quand même. On est d'accord là-dessus? Ouais, tout à fait. Je voudrais rebondir sur tes 2 points. Je te rejoins totalement dans ce que tu évoques. Sur le premier point, à savoir que si on se donne, comme tu as dit, en fait, Yvan, si on se donne un objectif qui est trop fort, en Mmh. fait, ça va faire l'effet inverse. Parce que du coup, ça va nous conforter dans l'idée que, bah oui, en fait, j'y arrive pas de toute manière. Quand je dis ce que je pense, bah en fait, je suis pas claire, je bégaye, je Ouais, dis c'est ça. n'importe quoi. Les gens, ils me regardent bizarre parce que bah, ils n'arrivent pas à comprendre ce que je dis parce que j'arrive pas à parler. Et du coup, après, ça va faire, bon, bah c'est bon, je vais pas retenter. Je vais pas réessayer. Voilà, je sais, c'est pas pour moi. J'arrive pas. Je pourrai jamais, Ouais. en fait. Et d'autant plus que, alors, c'est pas encore, encore tout un débat d'où viennent les troubles mentaux et d'où viennent l'anxiété, mais il y a quand même un grand élément qui est lié à l'environnement. Mmh. Et je sais que pour moi, c'est le cas. Je sais d'où ça vient, en fait. C'est beaucoup de harcèlement, de rejet dans l'enfance et dans l'adolescence. Et donc, en fait, c'est déjà des traumas. En fait, ça vient, en fait, de traumas. Et donc, si on prend ça comme bah, je vais me relancer un peu d'une manière extrême, bah, ça Ouais, peut réactiver le trauma. des traumas vécus. Donc, c'est super important de de pas avoir trop grand d'un coup, en fait. Mmh. Et parfois, ça peut être des choses qui vont vous paraître insignifiantes. Enfin, ça peut être, par exemple, juste aujourd'hui, tu dis bonjour quand tu vas chercher ton pain, tu dis bonjour à la boulangère ou au boulanger, Ouais, en fait. exactement. Ça peut être juste ça. Et pour certaines personnes, ça, c'est déjà quelque chose, tu vois. Surtout là, si on est sur l'anxiété sociale, c'est quand même ça représente déjà quelque chose d'important. Mmh. Et mettez plus petit que plus grand. Vraiment, alors après, ça se travaille avec un professionnel aussi. Donc, parfois, ça peut être difficile, enfin, tout seul, ou, voilà, ça peut être difficile à trouver, à identifier. Mais de penser plus petit que plus grand. Parce que même si c'est un truc où vous dites, ouais, bon, là, ça n'a pas l'air d'être trop problématique, bah, en fait, vous allez beaucoup être plus enclin à le faire que si c'est un truc qui est trop grand, en fait. Et au mieux, vous faites encore plus, finalement, dans la situation. Lui dire que bonjour, vous allez lui demander comment ça va, et puis vous avez commencé à poser deux, trois questions, quoi. Donc, pensez à, OK, c'est pas grave si vous mettez plus petit, c'est mieux. Et puis OK. après, peut-être que vous allez faire plus dans la situation. Ça, c'était la première chose. Mmh. Et la deuxième chose, sur la dimension inconfortable, oui, tout à fait. Pareil, je te rejoins. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai beaucoup entendu des gens qui me disent, parce que j'ai aussi parlé, fait des discours. Par exemple, j'avais un mariage d'un ami l'année dernière, et en fait, c'est moi qui organisais toute la cérémonie, qui a animé, qui a fait pas mal de discours. Là, pareil, sur les réseaux sociaux, je suis assez active. Je fais beaucoup de vidéos face cam où on voit mon visage, ce qui peut être difficile aussi pour certaines personnes. Et en fait, les gens, ils me disent, oh, mais toi aussi, t'es super à l'aise, enfin, tu fais ça comme ça, genre, c'est naturel. Exactement. Et là, j'ai envie de leur dire, si tu savais, si tu savais ce qui se passe dans ma tête et dans mon corps avant, pendant et après. À l'extérieur, blablabla, 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 à l'intérieur. Exactement. Et en fait, alors moi j'ai quand même, je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, je, j'adore faire ça en fait. J'adore transmettre, j'adore partager. Peut-être que vous l'avez senti là, en écoutant les podcasts. Quand c'est un truc qui me passionne, quand c'est quelque chose que j'aime, j'adore le faire. Pour autant, ça ne veut pas dire que je le fais en mode Ouah, tout va bien, pas d'anxiété, pas de peur ou pas de trac. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur qu'on ne voit pas forcément. Et je trouve ça important de le dire parce que je sais que pour certaines personnes, ils peuvent se dire que quand ils voient d'autres personnes faire ça, se dire, oh, mais non, mais moi, c'est pas pour moi, ça, en fait. Moi, je suis trop stressée, j'y arrive pas. En fait, elle est pas stressée, elle Elle est fait comme ça. naturellement comme ça, Voilà, elle est naturellement comme ça. ouais. Non, 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 j'ai envie de vous dire. Alors, peut-être qu'il y a des personnes que oui, peut-être que pour certaines personnes, il y a pas toute cette anxiété et ces Oui, bien peurs. sûr, bien sûr. Mais c'est pas le cas de tout le monde. En fait, c'est pas si vous voyez quelqu'un qui paraît à l'aise à parler, ça veut pas dire qu'en fait elle l'est réellement. Voilà, sortir un peu de la façade ou de la surface en fait, Mmh mh, mmh. et de pas vous arrêter à ça pour vous empêcher.
de faire certaines choses. Et ce qui est intéressant, c'est que tu dis que donc en fait, tu aimes faire ça, malgré qu'à l'intérieur, il y ait quand même des parties de Mmh, toi qui se sentent inconfortables ou qui ressentent des émotions qui sont mmh, désagréables et cetera. C'est marrant donc comme quoi, il y a vraiment pas un absolu. On peut apprendre à aimer ouais, des choses qui, au début, nous rendent inconfortables, sont désagréables et en fait, derrière, il y a quand même une notion de, je dirais peut-être pas plaisir, mais d'accomplissement personnel, en fait. ouais, tout à fait. Oui, oui, oui. En fait, derrière, c'est le pourquoi aussi. Enfin, Ouais. pourquoi est-ce que je fais ça? Quelles sont les choses que j'ai envie d'accomplir dans ma vie? Mmh. Les relations que je veux avoir avec les gens, l'image aussi. Alors, quand je dis image, c'est pas forcément une image superficielle, mais dans l'image de enfin, comment je veux interagir avec les gens, quel type de choses je veux construire. Et en fait, ça, pour moi, ça va être plus fort que les peurs. Alors, je vous Oui. dis ça, c'est pas venu du jour au lendemain, OK? On Non. est bien d'accord. C'est quelque chose que j'ai construit, en fait, que j'ai appris à construire, en fait. Cette motivation, cette envie et le fait de savoir ce que vous voulez faire, enfin, ou la personne que vous voulez être, c'est super important aussi de savoir où tu vas Mmh mh. Mmh. et pourquoi tu fais ces choses-là. Et en fait, oui, j'ai construit ça d'une manière à ce que ce soit plus fort que les peurs, que les Oui. pensées Mmh. bloquantes, négatives, pour pas que ça m'empêche justement de le faire. Mais ça veut pas dire que quand je le fais, j'ai pas toutes ces peurs, j'ai pas toutes ces pensées Bien qui viennent. sûr. Ça les rend plus tolérables, en fait. Quand tu as un Ça les rend fort oui. quand tu as une forte raison ou un fort Mmh. pourquoi, eh ben, tu peux accepter que sur le parcours, il va y avoir des choses désagréables, qu'il va y avoir des erreurs, qu'il va y avoir des Mmh. imperfections, qu'il va y avoir mais que tu fais de ton mieux parce que tu as cette étoile, du nord un petit peu qui te dit: «Ouais, mais Mmh. ça vaut le coup d'aller quand même jusque-là». Moi, j'aime Exactement. bien prendre l'image de tu as une montagne à gravir et si tu as pas vraiment envie d'aller au sommet, au bout Mmh. de 2-3 minutes, tu vas marcher, ça fait mal aux jambes, il y a des branches à enjamber, il y a des cailloux qui glissent, enfin, c'est bon, je rentre chez moi, quoi. J'en ai marre. Par contre, si tu as vraiment c'est ton objectif, c'est ton rêve d'aller Mmh. voir la vue qu'il y a là-haut, parce que tu as envie d'aller voir ça, eh ben, c'est pas grave, tu vas marcher, tu vas accepter l'inconfort, tu vas accepter les douleurs, tu vas Mmh. accepter de te perdre un petit peu, de retrouver le chemin et cetera parce que tu as ce truc-là qui te guide en fait, qui te donne envie. Mmh mh. Tout à fait et ce que je dis aussi aux personnes que j'accompagne, c'est je peux pas vous dire que ces pensées-là, ces peurs-là, elles vont complètement disparaître, en fait, Mmh mh. parce que je sais pas. Je sais que pour moi, il y a des choses qui ont diminué, qui sont moins présents, mais il y en a encore, en fait Ouais, je suis et d'accord. et et l'objectif, c'est pas tellement de les faire disparaître, mais c'est de: «OK, quand c'est là, qu'est-ce que j'en fais?» Mmh mh. Je suis plus contrôlée, je suis plus maîtrisée par ces peurs, par ces pensées-là. Ouais. C'est moi qui reprends la main, qui reprend la maîtrise. Et moi, ça m'arrive encore. Enfin, j'en ai encore des pensées comme ça et on pourra un petit peu aller plus loin tout à l'heure dans le détail sur quel type de pensée, mais j'en ai encore des pensées comme ça. Des pensées où j'ai juste envie de me barrer de la situation et de pas rester parce que c'est inconfortable. Mmh mh. Sauf que je vais pas les laisser prendre le dessus. Je vais reprendre la maîtrise sur ces pensées-là et c'est moi, en fait, qui je me laisse plus m'envahir, en fait, c'est ça. On parlait tout à l'heure d'envahissement et peut-être qu'un jour, elles seront plus là, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vais pas attendre que ça disparaisse pour, pouvoir faire les choses parce que sinon, en fait, bah, tu ferais Non, mais plus rien. tu as totalement raison. C'est en fait, c'est pas la différence et je te rejoins là-dessus, dans mon expérience personnelle, c'est pas qu'avant j'étais inconfortable et j'avais peur de faire des choses et maintenant j'ai plus d'inconfort et j'ai plus de peur de faire des choses. C'est plutôt que avant ça m'empêchait de pouvoir faire ce que je voulais vraiment faire, alors Mmh. qu'aujourd'hui, malgré le fait que je ressente des fois de l'inconfort, des peurs et des choses comme ça ne m'empêche pas de réaliser ce que j'ai profondément envie de faire et ce que j'ai envie de faire comme action et ben, typique sur les réseaux, par exemple, de pouvoir parler, Mmh. de pouvoir essayer d'aider les gens parce que c'est ce qui est important pour moi Ouais. d'aider les gens à comprendre pourquoi ça va pas bien dans leur tête, pourquoi ils sont limités par ces choses-là, ce qui se passe dans leur esprit, dans leur mental. Ça, c'est ce que j'ai envie de transmettre
et comme j'ai envie de transmettre ça, malgré le fait que je sente que c'est inconfortable, que j'ose pas me mettre, en face, que des fois et cetera, ça me pousse à me dire: «Ouais, mais là, c'est important. Mmh. Si je veux les aider, si je veux changer, j'ai besoin d'aller au-dessus de ça». Mmh. Mmh, mmh, mmh. Ouais, tout à fait. Et ça me fait penser à aussi le fait que ce soit pas parfait. Ouais. Parce que, quand on a aussi, l'anxiété, donc là, on est sur l'anxiété sociale, donc quand on a l'anxiété, on a du mal à faire les choses. Donc là, par exemple, si c'est en relation, si je vais aller parler avec quelqu'un, si c'est pas parfait, si, oh, mais si je bégaye ou si, je dis un truc bizarre ou si je dis un mot, que je devrais pas dire ou si je fais des trucs Mmh. bizarres avec mon langage corporel, et ben, en fait, on fait pas. Parce qu'il y a cette idée, en tout cas, moi, je sais que ça a pu être aussi cette tendance de dire: «Il faut que ce soit parfait, il faut que j'ai une super représentation de moi», et en fait, ce sera jamais parfait. Parce que déjà, c'est quoi la perfection? Hem, mais tu vois, là, quand on fait comment dire? Le podcast, tu vois, là, je bégaye, enfin, tu vois, je cherche mes mots. Parfois, je fais des trucs avec mes mains, bon, tu sais pas trop pourquoi, mais voilà, j'utilise un langage corporel. Et en fait, c'est OK, tu vois? Enfin, OK, Mmh. parfois je peux faire un peu des bizarreries ou parfois je peux me perdre dans mes pensées et pour autant, ça veut pas dire, que ce qu'on dit, c'est pas intéressant, que j'ai pas de valeur J'espère. ou que c'est bête. Non, c'est bon, je suis plus dans ces dynamiques-là. Mais tout ça pour vous dire que n'attendez pas non plus que ce soit parfait ou que vous ayez les parfaites choses à dire ou la parfaite, présentation parce qu'en fait, ça arrivera jamais. Mmh. Et de vraiment de tester, d'essayer et vous allez vous rendre compte et c'est ça aussi qui est dans la thérapie d'exposition, c'est qu'en fait, quand on essaie, quand on fait les choses, on se rend compte que finalement, c'est pas si horrible, que finalement les autres, ils se moquent pas, forcément de nous ou ils nous disent pas forcément des choses négatives et en fait, à force de faire, ça va pouvoir, s'inscrire un peu plus dans le cerveau. Je sais pas si ça te parle cette idée de Ouais, perfection, à 100 et en plus, factuellement, j'ai des relations plus profondes avec les gens aujourd'hui en ayant embrassé mes imperfections et en Mmh. osant être imparfait. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on devient «humain» entre guillemets, Ouais. donc on devient plus facile à connecter avec. Et moi, je le vois, hein, sur les réseaux, heu, plus je partage de manière authentique, et c'est pas qu'avant, je voulais Mmh. être, un masque, je voulais mettre un masque ou je voulais me cacher de qui j'étais et cetera. C'est juste que j'arrivais pas, en fait. J'avais trop peur d'être authentique parce que j'avais peur qu'on m'aime pas, parce qu'en fait ça revient toujours à ça, hein. Peur Ouais, de ouais. pas être aimé, peur que les autres, nous voient négativement. En fait, on met notre valeur personnelle et notre estime de nous-mêmes entre les mains des autres, et en fait, on espère que dans le regard des autres, on Mmh. voit cette estime de soi. C'est-à-dire que si les autres nous aiment, si les autres nous voient positivement, si les autres nous voient comme forts, si les autres nous voient comme, intelligents et cetera, et ben, ça veut dire qu'on l'est. Mais le problème, c'est Mmh. que tant que j'attendais ça, en fait, je cherchais à l'extérieur quelque chose qui venait pas de moi-même, Ouais. et c'est au moment où j'ai commencé à me rendre compte et à être OK avec ce que j'étais, ce que j'étais pas, ce que je suis fort, ce que je suis moins fort et cetera, et que, bah, c'est juste qui je suis. Voilà, je le mets là. Je Mmh suis mh. ça, je suis pas plus, je suis pas moins, je suis juste Mmh. ça, c'est tout, Mmh simplement. mh, mmh. Et ben, en fait, là, les gens, d'un coup, ont eu des réactions beaucoup plus positives, que ça soit les amis. J'ai créé des relations plus fortes maintenant avec Mmh mes mh. amis, avec, les gens sur les réseaux et cetera, des gens qui connectent plus fortement avec moi. Et en fait, ce que j'avais peur qui se réalise, c'est fait totalement l'inverse. En étant plus moi-même, Mmh. en étant plus authentique et en osant un petit peu plus, et ben, je pensais que les gens allaient moins m'aimer, allaient me Ouais. rejeter, allaient et cetera, alors qu'en fait, c'est passé complètement l'inverse. C'est mon expérience personnelle, je ne sais pas si c'est Mmh. le cas pour Mmh tout le monde. mh. Je ne suis pas en train de promettre des choses aux gens, Mmh. c'est juste qu'en fait, Oui. la peur que j'avais, pour ma part, elle s'est pas réalisée, et c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Mmh mh, mmh. Je te rejoins aussi là-dessus. J'ai cette même expérience, ce même sentiment que justement quand tu es plus authentique, que tu es plus, enfin, tu filtres moins finalement, bah, en fait, tu vas pouvoir créer des relations qui sont déjà plus profondes Mmh. et en fait, tu vas plus pouvoir, connecter avec les personnes.
Alors, on n'est pas en train de vous dire que c'est un monde de bisounours et qu'il n'y aura pas des gens qui vont vous critiquer, qui vont se moquer de vous. Ça Non. arrive, on est bien d'accord. Hein. Alors, je sais pas si toi t'en as eu, Yannick, mais j'ai déjà eu des petits Oh commentaires pas oui. sympas, voilà, sur les J'ai réseaux. une vidéo qui a fait 200 000 vues. C'est génial, un super chiffre. Mais alors par contre, elle a été postée sur des endroits où je pensais pas, que j'avais pas l'habitude, en tout cas d'être exposé et effectivement, il y a eu des commentaires très Mm, négatifs. Ça a été difficile, mm, mais ça vaut le coup. Au final, mm, avec le recul, je suis content que ça se soit passé quand même parce mm, que ça a fait du bien aussi à beaucoup de gens, ça a aidé beaucoup de gens. Et ça en valait le coup, finalement, mm. les mauvaises choses par rapport aux bonnes Ouais, choses, même si on a tendance à se concentrer plus sur les commentaires négatifs et cetera. Mais bon, ouais, ça pourrait être tout un sujet aussi qu'on pourrait faire sur le fait d'être créateur sur les réseaux, qui pourrait intéresser ouais. peut-être quelques personnes. Mais, ça valait quand même le coup parce que le positif et ça, c'est avec le recul, hein, attention, je le dis avec le Mm, recul. L'anticipation ou sur le moment, c'était désagréable. Mais avec le recul, quand je regarde en arrière, et tous ces moments où je me suis mis en «danger» entre guillemets, où je me suis exposé, personnellement et ben, finalement, malgré les commentaires négatifs, malgré les retours négatifs, il y a eu tellement plus de positifs et tellement plus de résultats puissants dans ma vie que j'en suis super heureux d'avoir osé. mm, 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 mm. Oui, tout à fait. C'est, en fait, là, ce qu'on fait, c'est qu'on... Parce que comme on a tendance, quand on est dans l'anxiété sociale, à voir justement toutes les choses négatives qui pourraient arriver, c'est de rééquilibrer. De vous Mmh. dire que c'est vrai, il y a des gens qui sont pas forcément sympas et qui vont vous dire des trucs qui sont pas forcément sympas. Mais si on compare un peu statistiquement, en fait, comparé à tous les retours plutôt positifs ou plutôt bienveillants que vous pouvez recevoir, finalement, les choses plus négatives, ça représente pas grand-chose, en fait. Et il y a pas que cette dimension-là négative. Donc, c'est un peu pour, comme je disais, rééquilibrer un petit peu la balance. Tout à fait. Et, euh, et j'ai perdu mon cheminement de Non, mais pensée. je pense on a à peu près, tout dit là-dessus. On peut peut-être revenir à la partie où tu nous expliquais les différentes situations. Donc on avait la performance, on avait l'observation, Mhm. l'affirmation et donc ensuite, je crois qu'il y en a encore Oui, quelques autres. il y en a encore deux. Donc, OK, la révélation de soi. Une autre situation de... Bah, en fait, on a un petit peu évoqué quand on parlait de l'affirmation, mais en fait, la révélation de soi, c'est de pouvoir se révéler d'une manière qui est un peu plus approfondie, où on s'implique un peu plus OK, de ouais. nous-mêmes Mmh. dans nos relations, donc que ce soit amicales, sentimentales, euh, de s'ouvrir un petit peu aux autres et justement de parler de soi, parler de ses vulnérabilités ou parler de ses fragilités. Et ça, justement, on retrouve beaucoup aussi cette difficulté à le faire parce que, comme tu disais, en fait, c'est lié aussi à l'estime de soi, à l'image qu'on Mmh. veut Mmh. donner aux autres. Et du coup, on veut pas forcément, on veut pas montrer aux autres quelqu'un qui aurait des petites fragilités ou alors des défauts, ou il y a des choses un peu plus compliquées. Donc, quand on est anxieux socialement, ça peut être difficile. Alors, il y a C'est clair. d'autres raisons. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas que lié à l'anxiété sociale. Si vous avez du mal à être vulnérable avec les autres, c'est pas que lié à l'anxiété sociale, mais on le retrouve dans l'anxiété sociale. Et dernière situation, c'est les situations d'interaction superficielle. Donc, pareil, ce qu'on disait tout à l'heure, tout Les ce fameux small qui est talk. small talk, échange de banalités, tu croises ton voisin dans le Oh palier et l'enfer! puis là, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, Genre... c'est l'enfer, c'est l'enfer. ce genre d'interaction superficielle. Et tu vois, là-dessus, c'est une des choses où on diffère un peu parce que, alors, de base, j'aime pas le small talk, mais j'aime pas le small talk parce que, en fait, moi, j'aime bien parler sur des sujets en profondeur, d'aller un petit peu plus loin et de Mmh. dire, ah, il fait beau aujourd'hui, ou ah oui, c'est vrai, il fait beau, ah, hier, il a plu. Bon, tout ça, pour moi, c'est pas des choses que, tu vois, j'apprécie. Pour autant, ça va pas être des choses qui vont me créer dans l'anxiété, dans le sens où OK. alors, je dis ça maintenant parce que je pense qu'en fait, j'ai développé, et on pourra aussi développer là-dessus, en parler un peu plus, mais il y a des stratégies, en fait. Mmh, mmh, Des mmh, mmh. stratégies qu'on a développées.
Et moi, justement, une de mes stratégies pour faire face un petit peu à mon anxiété sociale, c'est ce qu'on appelle des stratégies de compensation. En fait, tu vas faire un petit peu l'inverse de, de tes peurs. En gros, c'est Ok, dis-moi en je vais aller plus. voir les gens, Ouais. je vais leur parler, je vais commencer, tu vas par exemple commencer des conversations. Mhm. En vrai, ça va, je suis plutôt à l'aise Ok. parce que, mais c'est des choses que j'ai travaillées. En fait, c'est parce que ça va paraître un peu bizarre pour les gens qui écoutent, mais Non, j'ai vas-y, un vas-y. livret où en fait j'ai plein de questions que je peux poser aux gens. Ah. Et en fait, ce livret, je l'ai construit en lisant des choses. Alors, j'ai beaucoup de livres sur justement le côté comment avoir entamer des relations amicales avec les personnes. Enfin, j'ai lu beaucoup, j'ai regardé Mm. beaucoup de choses. Donc, en fait, je me suis construit un peu ce kit de survie ou cette boîte à outils, en fait, de quand j'interagis avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut se dire? Et donc, j'ai développé un peu ces questions-là. Alors, ça ne veut pas dire que je ne savais pas quoi dire aux gens, mais c'est que comme j'avais cette anxiété, en fait, quand tu es sur la situation, et je pense que ça va parler aussi à pas mal de gens, Mhm. parfois, tu ne sais pas quoi dire. En fait. Enfin, tu es Mais dans la exactement. situation, c'est ce qu'on appelle le figement. Tu es figé à la fois, alors, ça peut être physique ou mental, mais en fait, comme si tu n'as plus rien qui vient, en fait. Tu sais pas Mhm, quoi dire. mhm. Et après la situation, tu dis, ah, mais purée, j'aurais dû dire ça, j'aurais pu dire ça. Bien sûr. Euh, Et donc, en préparant comme ça en amont, eh ben, ça permet de, quand je suis dans la situation, de pouvoir mieux interagir. Et donc, du coup, en fait, comme je sais quoi dire, comme j'ai préparé ça, c'est plus facile. Et je Et c'est hyper pense, intéressant. ouais, vas-y, tu vas Non, rebondir non, 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 dessus. vas-y, c'est super intéressant. En fait, moi, je trouve pas ça bizarre. Quand tu me parles de ça, moi, ça fait super sens. Je me dis, mais il est où mon carnet? Il faut que je m'en crée un. Il faut que je m'en crée un. Parce qu'en fait, c'est exactement ça. Tu mets le doigt. J'avais jamais réfléchi ça comme ça. Mais en fait, tu mets le doigt sur un truc qui est extrêmement important. C'est que on ressent cette anxiété, en tout cas pour ma part, c'est parce que. Et pourquoi les small talk, c'est horrible pour moi? C'est parce que je sais pas quoi dire. Si c'est quoi? Mm, Je vais parler du beau temps et du machin. Déjà, ça me gonfle. Donc, j'ai pas envie d'en parler. Donc je suis là, OK, si je peux pas parler du beau temps parce que ça me gonfle et parce que de toute façon, au bout de 2 secondes, après, il va y avoir un silence gênant. Bon, ça l'enlève ça. Je le connais pas très bien, donc je peux pas lui demander des news sur sa famille ou sur ses machins et cetera. Donc, je connais pas sa vie en l'occurrence très bien. OK, ça enlève ça encore. Donc en fait, tu es là et tu te dis: «Mais tu veux parler de quoi?» Et la hantise, c'est d'arriver et de pas savoir quoi dire et que ça soit mm. super bas en énergie et qu'on se dise parce qu'il y a encore ce jugement genre: «Ah mais il est chiant lui en fait, c'est nul Ouais, quand je parle avec exactement. lui». Mm. Et donc en fait, cette idée d'avoir un carnet, ça me parle énormément parce que ça enlève cette anxiété, hein, vraiment de quoi je vais parler. Tu peux amener des Mm, sujets un peu intéressants et tout et ça, c'est la grosse différence que j'ai remarqué avec le temps. Small talk, horrible pour moi. Et pourtant, je suis hyper à l'aise dès que on parle de quelque chose qui me passionne, dès qu'on parle de quelque chose mm, qui et là, d'un coup, j'émets un aura, du charisme, je suis dans mon élément, les gens me disent: «Ah ouais, mais tu parles super bien, ah mais c'est super intéressant» et cetera. Parce que je sais quoi dire, parce que mm, c'est un sujet que je maîtrise, parce que c'est un sujet qui me passionne. Alors que l'autre côté, small talk et cetera, j'ai l'impression d'être mm, chiant, j'ai l'impression mm. d'être nul et cetera, parce que je sais pas quoi dire, en fait. Ouais. Donc non, ça me parle énormément ce que tu dis, énormément. Et c'est super intéressant ce que tu dis parce que moi, pour le coup, ça va être l'inverse, justement, sur des sujets, euh, même si le sujet me passionne, tu vois, j'adore en parler. Mais Mmh. en fait, derrière, il y a le fait de j'ai peur que ce soit pas intéressant, que les gens ils soient pas intéressés, que je m'exprime mal, qu'ils comprennent pas, ou alors que je dise un truc qui soit faux. Et Mmh mh. là, oh bah merde, si j'ai un truc qui soit faux, ça veut dire que quoi, je sais pas de quoi je parle, que je suis pas une experte dans ce que je dis. Et en fait, ça c'est bloquant pour moi, tu Oui, vois. totalement. Alors beaucoup moins, voilà, aujourd'hui ça va, tu vois, là on discute ensemble, je sais que ça va être publié et il y a aucun souci. Tu m'aurais dit faire ça il y a 2 3 ans, je t'aurais dit non, non, ça c'est pas possible les gars. Donc c'est intéressant aussi de voir comment ça peut être différent chez les personnes, tu vois. Mais tu sais quoi? Je sais je suis quasiment sûr de savoir pourquoi c'est différent pour moi de Ok. parler de quand ça me passionne. C'est qu'il y a un truc qu'on travaille beaucoup en méditation et qui a le résultat, en fait, c'est l'état de flow.
qui peut apparaître, Mmh. qui est très proche de l'état méditatif, en fait. Et quand on travaille la méditation, ça devient plus facile de rentrer dans l'état de flow. Et cet état de flow, en fait, c'est un état où il y a quelques composantes qui sont présentes quand on est dans cet état. C'est qu'il y a une perte de l'ego. Donc s'il y a une perte de Mmh. l'ego, il n'y a pas de jugement, il y a pas d'anxiété, il n'y a pas toutes ces choses-là. Parce qu'il y a pas de moi, c'est juste tu es, tu parles sur le moment. Il y a un état émotionnel qui est fluide, qui est joyeux, qui est agréable, et cetera. Donc il y a des petites choses comme ça qui sont visibles dans l'état de flow. Et comme j'ai fait pratiquer beaucoup la méditation, ça me permet de rentrer un peu plus facilement dans cet état de flow. Et il y a des conditions qui permettent de rentrer dans cet état de flow. Mmh. Et en fait, le fait de parler de quelque chose qui me passionne, naturellement, ça crée cet OK. état-là. Cet état où émotionnellement je suis passionné, je suis drivé, l'ego disparaît et juste je parle, c'est fluide, c'est comme si tu es un peu, tu un peu connecté quoi, tu es dans le moment, Mmh. tu vois? Il y a des gens qui vivent ça dans le sport, dans des choses comme ça, Mmh. ils sont complètement dedans. Et ben moi, en fait, quand je parle de quelque chose qui me passionne et particulièrement de ce genre de sujet, tu vois? De santé mentale ou de méditation ou de choses comme ça, et ben, ça réveille en moi cet état-là et comme Mmh. l'ego disparaît, à ce moment-là, dans cet état, je me pose même plus la question si on me juge, si on se Mmh. demande et cetera. Parce que juste, je fais ce qui a besoin d'être fait sur le moment et après ça passe et puis c'est bon. Mais alors tu arrives à faire fi, ça me fascine parce Ouais, que ton cerveau, il arrive à faire fi qu'il y ait d'autres personnes qui soient présentes. oui, parce qu'en fait, tu es plus dans cet état-là, comme je te dis, la composante principale, c'est que l'ego disparaît. L'ego, c'est quoi? C'est ton identité. Pour être jugé, il faut Mmh. avoir une identité. Il faut se dire: «Je vais être perçu comme ça. Je vais être ci, je vais être ça». Quand tu es dans l'état de flow, tu fais juste ce qui a besoin d'être fait. Donc dans le sport, ça peut être juste, tu renvoies la balle, par exemple, j'en sais rien, tu vois? Au Mmh. tennis ou comme ça. Juste, elle vient, tu renvoies, elle vient, tu renvoies et tu es juste dans cet état-là. Tu fais juste ce qui a besoin d'être fait. Tu penses pas au coup d'après, tu penses pas à comment c'était avant. Tu es juste dans ce moment-là et quand je discute et que j'arrive à rentrer dans cet état, je suis simplement dans le qu'est-ce que la personne a besoin à ce moment-là? Qu'est-ce que je peux lui dire pour que ça déverrouille quelque chose en elle, pour que ça l'aide? Et en fait, dans ce processus-là, je m'oublie, en fait, Ouais. parce que je Mmh. suis juste dans qu'est-ce que je peux apporter pour Mmh. faire comprendre quelque chose à cette personne-là en face de moi. Et ça crée, en fait, cet état de flow, ça, Ouais. en fait, enlève ce côté de j'ai pas besoin d'être quelque chose ou quoi que ce soit, puisque Mmh. je suis juste là pour la personne, en fait. Et donc, il y a une espèce de distance entre ton identité et la situation. Et en fait, on remarque souvent que les personnes qui sont très anxieuses, et c'était mon cas aussi, et ben en fait, la majorité de leurs pensées, quand elles sont anxieuses, elles sont dirigées vers elles-mêmes. Et Ouais. en fait, ce qui est très bizarre parce qu'on se dit l'ego, c'est quelque chose de genre, oui, moi je, regardez-moi, etc. Donc on se dit quelqu'un d'anxieux social, il n'a pas d'ego. Non, c'est une mauvaise compréhension de Mmh. ce qu'est l'ego. Mmh, mmh, mmh. L'ego, c'est simplement quand nos pensées et nos émotions, elles sont dirigées vers nous, vers notre identité, vers ce genre de choses. Ça, c'est l'ego comme il est pensé dans les philosophies asiatiques. Et donc, en fait, quand on travaille sur cet ego, eh ben, naturellement, on prend une distance avec ces jugements, avec ces choses-là. Et après, bah, effectivement, il y a des états où on est plus facilement, où l'ego se disparaît plus ou moins. Je ne suis pas en train de dire que j'ai plus d'ego, hein, vraiment pas. Mais il y a des moments comme ça où, l'ego disparaît un petit peu et il faut pas l'enlever, hein. Je reviens juste 2 secondes là-dessus, mais l'ego, il y a pas but pour l'enlever et cetera. C'est quelque chose qui du moment qu'il est à ton service et que tu en es pas l'esclave, il y a aucun problème, hein. C'est juste que quand on a cet ego qui prend trop de place et ben, les pensées qui viennent, c'est: «Oui, mais si je suis pas assez bien? Ah, mais si je suis mal vu? Ah, mais si je suis perçu comme ça? Ah, si mon identité, elle est perçue comme quelqu'un de faible? Ah, si mon identité, elle est perçue comme quelqu'un de pas intelligent, qui est pas intéressant?» et cetera. Donc en fait, on remarque que nos pensées à ce moment-là, elles sont plus sur comment nous-mêmes, Mmh. on est perçus.
Voilà, j'ai pris une tangente, je suis navré, Non, mais mais c'est voilà. super intéressant ce que tu dis et en fait, ça fait lien avec aussi un conseil que je voulais vous donner ou un petit tips que je voulais donner aux personnes qui écoutent et qui se reconnaissent un peu dans ce qu'on dit. Mmh. C'est totalement ça. En fait, c'est que tu es complètement centré sur toi dans ces situations-là Exactement. et dans les situations, ça va être d'essayer de se décentrer de soi. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que donc vous êtes avec d'autres personnes. Et en fait, enfin, moi, je sais que ça me l'a fait plusieurs fois. Vous êtes plus concentré. Enfin, parfois, vous m'écoutez même plus ce que disent les gens. Parce qu'en fait, vous êtes là, mais attends, si je C'est dis ça, vrai. comment ils vont réagir? Ah, mais attends, là, t'as vu comment je me tiens? Ils vont penser que je me tiens, enfin, je me tiens pas droite et tout. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Ah, Mmh. comment je prends mon verre? Bon, alors moi, c'était pour plein de trucs un peu, voilà. Mais en fait, là, vous êtes plus du tout dans la situation. Vous êtes vous avec vous-même. Et bah, parfois, vous loupez carrément ce que dit la personne. Et en effet, quand vous allez vous répondre, bah, ça se trouve, vous répondez à côté de la plaque. En même temps, si vous n'avez pas écouté ce qu'elle a dit, ça fait sens. Et je sais que moi, comment je me suis aidée par rapport à ça, et c'est aussi ce que j'aide, enfin, ce que je dis aux personnes que j'accompagne, c'est de se décentrer de vous-même. Et plutôt que de chercher à être aimé, chercher à aimer la personne qui est en face de vous. Super conseil, ouais. Et ça peut passer, d'où le fait que moi, j'ai fait ma liste de questions et que j'ai finalement plein de choses à demander aux gens. Et ça, je fais juste un point là-dessus. C'est pas depuis que je suis psy. Parce qu'il y en a qui me disent, ouais, mais en fait, c'est parce que tu es psy, donc tu sais poser des questions, tu sais. Mmh. C'était avant. Et c'est complètement différent quand je vais vous poser des questions, quand je vous rencontre comme ça, random, que quand on est en séance, ok? Ça, ce serait un autre sujet sur les stéréotypes par rapport aux psy. On n'est pas toujours en train de vous analyser. Ok, voilà, c'était juste pour, pour faire la distinction. Et donc, ouais, dans ces moments-là, c'est ok, bah, j'ai quelqu'un en face de moi, je vais chercher à connaître cette personne-là, à m'intéresser à elle. Et quand je fais ça, c'est authentique. Je fake pas. Je fais pas comme si j'étais intéressée par elle alors que je ne suis pas. Parce qu'en plus, de base, je suis très intéressée par les êtres humains, d'où le fait que j'aime aussi beaucoup la psychologie. Mais d'être vraiment dans cette optique-là. Ok, je sors de moi-même. Ok, là, je suis avec l'autre. Je m'intéresse à l'autre. Et donc, de Mmh. poser des questions. Alors, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez savoir quelles sont les questions qui sont dans mon livret, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, hein. Je pourrais vous en envoyer quelques-unes si ça intéresse certaines personnes. Mais après, il n'y a pas, voilà, il y a pas besoin, parce que moi, j'aime bien un petit peu les questions qui sortent de l'ordinaire et les trucs pas trop. On parlait du small talk, Pas mais trop tu sais, les trucs chiant. que tu répètes tout le temps. Bon, voilà, j'osais pas le dire, mais voilà. Ah, disons-le, hein. Donc, donc, c'est des questions assez spécifiques et assez uniques. Donc, je pars voilà, de ce principe-là, de m'intéresser à la personne, de lui poser des questions. Alors après, il va y avoir l'équilibre entre, bon, faut pas non plus que la personne ait l'impression que je suis en train de l'interroger et tout, mais en général, les êtres Bien humains, ils sûr, ouais. adorent parler d'eux, hein. Voilà. Donc, si vous commencez à poser des questions alors, sauf les antisociaux, par contre, je ne sais pas si c'est ton cas, on aime un peu moins parler de nous, mais en général, les êtres humains, ils aiment beaucoup parler d'eux. Donc, voilà, essayez de poser les questions. De toute façon, vous testez, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est à tester. Peut-être qu'il y a des choses voilà, qui fonctionnent plus ou moins bien selon les situations. Oui, cette liste, elle se Euh, construit, en fait, hein, de toute façon. Je pense que tu oui, 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 as oui. eu plein de questions, et cetera. Là, ton livret, c'est tes questions qui ont le mieux marché et que tu aimes le mieux. Mm. Mais finalement, je suis sûr que C'est ça. tu as barré certaines. Oui, oui, oui. Puis en fonction des situations, tu vois, si je suis, je sais pas, au travail ou si je rencontre, enfin, je vais à une soirée pour, je rencontre des nouvelles personnes ou si je suis avec des amis. Alors, avec les amis, c'est beaucoup moins parce que, voilà, il y a moins de filtres et Oui, beaucoup en fait, plus c'est pour le authentique. départ, hein, c'est quand on sent cet inconfort. Après, la relation, elle devient un moment, elle passe de ce côté où tu as besoin de faire Oui. un effort euh, un petit peu intellectuel pour justement passer cette anxiété sociale. Et en général, ensuite, quand la relation est sécurisante, entre guillemets, Mm. eh ben, tu n'as plus besoin en fait de ce genre de questions. Ça vient naturellement parce que tu te sens à l'aise dans la relation. Oui, alors je mettrai une nuance là-dessus quand même Ok. parce que, enfin, ton anxiété sociale, après, ça dépend avec. C'est vrai que si t'es des personnes avec qui tu te sens vraiment bien ou c'est vraiment Mhm. sécurisant, Exactement. Ouais. ça va sûrement pas être présent. Mais ça peut quand même rester. C'est-à-dire que Mhm, en mhm. fonction des relations, c'est pas forcément que au début. C'est que tu peux avoir aussi sur des relations, par exemple, de travail ou avec des collègues
Enfin, quand je dis ton voisin, même si tu le vois, tu le croises et tout, tu peux discuter un peu avec lui, mais la prochaine fois que tu vas le croiser, bon, tu peux Ouais, à j'appelle nouveau pas ça des avancer comme relations si c'était. sécurisantes. Oui, C'est peut-être pour ça, ouais. oui, oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, oui, c'est important parce que tu as utilisé le mot, c'est ça, relation sécurisante. Mais en fait, alors bon, ça sera un autre sujet, mais on n'a pas tant que ça de relations sécurisantes. Non, alors ça, on est d'accord. Mm. Totalement d'accord, ouais. Voilà, donc c'était juste pour mettre un petit peu une nuance Et tu là-dessus. fais bien. Toujours avec les nuances. Donc voilà pour les différentes situations Ok, bah, dans trop lesquelles bien. on peut retrouver l'anxiété sociale. Alors, ce que je voulais faire aussi, c'était de parler un petit peu des trois dimensions, émotion, pensée, comportement. Alors, on en a un petit peu parlé, on a un petit peu évoqué différents types de pensées ou différentes choses, mais je voudrais juste revenir un petit peu là-dessus. Là, les émotions, pensées, comportement, ça va être comment ça se manifeste, en fait, Mhm. dans votre vie de tous les jours. Ok, Donc, comment ce qu'on a évoqué. l'anxiété se manifeste dans notre vie quotidienne, c'est ça que tu Ouais, veux dire? c'est ça, Ok, d'accord. exactement. L'anxiété sociale, L'anxiété sociale, oui, pardon. ouais, à préciser, parce Ouais, que chaque anxiété a ses à particularités. ces petits twists. Même si tu retrouves des choses, parce que par exemple, les émotions, enfin, elles peuvent être assez similaires. Tu vois, quand je parlais tout à l'heure du cœur qui bat, le fait de transpirer, en fait, tu peux retrouver ça dans d'autres types de situations Mhm. où tu es Tout à fait, anxieux. ouais. Ok, je Euh, t'écoute. donc, les émotions principales de l'anxiété sociale, ça va être la peur, qu'on a évoqué déjà plusieurs fois, qui peut se passer avant l'événement. Mhm. Tu sais que tu vas avoir une interaction sociale, tu anticipes. Donc, ça peut venir avant. Tu commences à avoir peur. Et une des stratégies, ça va être d'imaginer qu'est-ce que tu vas pouvoir dire dans la situation. On appelle ça les scripts sociaux. En fait, tu anticipes la situation, tu vas dire, OK, bon, bah là, je vais dire ça comme ça. Enfin, par exemple, mes questions, c'est ça, tu vois, finalement, c'est ça, c'est de se préparer à la situation. Et ça va être aussi pendant la situation, quand tu es dans la situation en lien avec la personne. En fait, ce qui se passe, c'est que tu es dans un état qu'on appelle d'hypervigilance. Alors, Ouais. ça va dépendre de l'intensité de l'anxiété sociale. Mais en gros, l'hypervigilance, c'est que tu vas capter, c'est un peu comme, je sais pas, une antenne, où tu vas essayer de Ouais, capter ouais, tous ouais, tout les à fait. signes qui vont te montrer que la personne, bah, soit elle va se moquer de toi, Mhm. soit elle va dire, elle va te rejeter, ou alors elle va dire une critique ou un truc pas sympa. Et en fait, ça passe à la fois par le verbal et le non-verbal. Donc, ça peut Mhm. être observer comment elle réagit à ce que tu dis au niveau de son visage, au niveau de sa stature corporelle. Et en fait, il faut savoir, pour les gens qui n'ont jamais eu ça, que c'est très, 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 très fatigant. Parce qu'il faut imaginer que tu es en train de scruter tous les petits détails dans la situation. Alors, plus quand tu as un groupe, alors là, laisse tomber. Enfin, moi, tu me perds. On n'a pas évoqué ça, mais je pense que c'est important aussi qu'on en parle, la différence entre être dans un groupe et quand on est dans des relations Mhm. en one-to-one. Donc, de s'imaginer vraiment la charge en fait que ça peut être. Et c'est là aussi, on va parler d'intensité, de différence entre je suis timide, je suis introvertie et je suis anxieux social ou j'ai de l'anxiété sociale. Euh, Ouais, trop. Avant qu'on ait plus loin, je voulais juste, ouais. c'est hyper intéressant en fait ce point-là de la lecture corporelle et ce genre de choses, parce que Mhm. dans ma formation, moi, dans mon parcours de coaching mental, j'ai aussi toute une partie qui était sur tout ce qui est langage corporel, détection du mensonge et ce genre de choses, parce que ça fait partie de mon cursus de coach mental. Et en fait, ceux qui ont de l'anxiété sociale sont Mhm. extrêmement bons à la lecture corporelle et à la Mhm. lecture non verbale et au micro-comportement, etc. Et avant, c'était une malédiction, parce que comme tu l'as dit, le problème, c'est l'interprétation que tu mets dessus, qui est Ouais. généralement erronée, Mhm. parce qu'en fait, on prend les signaux, on les capte comme ce qu'ils sont, et on est extrêmement bon là-dessus. Par contre, on est très mauvais à l'interprétation des signaux. Mhm. C'est-à-dire qu'on va comme avoir un petit filtre entre les deux Mhm. qui dit on voit tout ça, mais on l'interprète comme si c'était une menace, une problématique, et on entre dans une pièce et on voit direct, c'est bon. On sait déjà exactement que la pièce elle est tendue, qu'il y a un problème, etc. Par contre, on va se dire que c'est à cause de nous. Ouais. Ah oui, ça. Voilà, La personnalisation, oui. Bah, exactement. on retrouve ce que tu disais tout à l'heure, de se remettre à soi, enfin, d'avoir cette Voilà. perspective que Donc en sur. Oui, fait, oui. la capacité de perception est extraordinaire,
L'interprétation est pas terrible, mais par contre, et c'est là où je veux mettre un petit message d'espoir, c'est qu'au Mmh. moment où on corrige cette partie interprétation, cette malédiction qui était fatigante, et cetera, devient un super pouvoir. Parce que, par Mmh. exemple, dans ma pratique, aujourd'hui, ça me permet de voir des choses chez les personnes qui Ouais. sont peut-être même inconscientes, en fait. Et des gens viennent vers moi et me disent: «Ouais, mais toi, tu es très intuitif, tu sais les choses comme ça, je sais pas d'où tu les sais». Mais en fait, une grande partie, j'en suis persuadé, j'ai pas de preuve de ça, mais c'est ma théorie, c'est que j'ai tellement été bon à et je me suis tellement protégé, en fait, avec ces micro-comportements et cetera, que Mmh. maintenant, eh ben, j'ai plein d'informations qui me viennent et qui me donnent des informations sur les gens et cetera et je sais des choses sur eux, juste parce qu'en fait, je comprends mieux leur langage corporel, émotionnel et cetera et c'est devenu, en fait, un super pouvoir. Donc avant, c'était une Ouais. malédiction et maintenant, je suis très heureux, en fait, d'avoir ce super pouvoir-là. Donc même si vous avez ça aujourd'hui, désespérez pas. Oui. Si on fait un travail sur la problématique qui est l'interprétation, qui est ce qu'on peut faire en thérapie et cetera, là-dessus, eh ben, il restera un truc Mmh. qui est quand même cool. Oui, je te remercie Yannick de dire ça et on pourra aussi en parler un peu après, enfin sur les forces ou en tout cas les choses, qui peuvent être aidantes et qui peuvent être agréables pour vous. C'est-à-dire qu'il y a pas comme dans toute situation, c'est pas tout blanc ou tout noir et il y a pas que des choses négatives dans ça. Donc ouais, je te remercie de pointer ça et oui, ce que tu évoques, c'est des capacités d'observation en fait qui vont être Mmh. plus, importantes que la moyenne, on va dire. Parce qu'en fait, du coup, dans les situations sociales, et les situations sociales, ça représente quand même énormément de moments dans notre vie, hein. Nous sommes des animaux sociaux, donc d'où le fait que ce soit aussi une anxiété qui est handicapante. Parce que, en fait, Mmh. tu peux pas échapper aux Non. situations sociales. Euh, donc, développer comme ça, oui, des capacités d'observation. Par contre, c'est sur l'interprétation où là, on est moins bon. C'est Mais ça. après, comme tu disais, ça se travaille et ça s'apprend aussi, ce qu'on fait notamment en thérapie ou dans les accompagnements. Donc, je disais, première, donc c'est émotion, la Ouais. peur, émotion principale, et la honte. La honte qu'on va retrouver pendant la situation et aussi après. Mmh. Et en fait, la honte, alors on dit parfois que la honte, c'est une émotion sociale, en fait. Parce que, Mmh. enfin, on a souvent honte par rapport à quelqu'un d'autre ou par rapport à ce on aura fait quelque chose qui est lié à quelqu'un d'autre. Euh, et en fait, c'est ça qu'on va essayer aussi d'éviter quand on est dans la situation pour pas ressentir cette honte Mmh. parce qu'on aura dit un truc qu'il fallait pas ou parce qu'on aura l'impression que quand on regarde Paul qui est en face de nous, il plisse un peu les yeux ou alors il a fait une tête un peu bizarre, on se dit oula, que je dis, oh là, je suis embarrassée, je commence à rougir. Ah, je commence à rougir. Il voit que je rougis. Non, c'est pas possible. Il y a aussi ce cercle vicieux là, tu vois. Donc je rougis encore plus parce que je vois qu'il me voit que je rougis. Donc il y a aussi cette honte en fait, de pas vouloir que les autres voient qu'on est mal à l'aise aussi. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup et qui peut aussi se retrouver dans l'anticipation, d'avoir peur aussi que les autres perçoivent que ben, en fait, on n'est pas trop à l'aise et que là, ça Mais va pas trop mais dans même la plus période loin, qu'on en souhaite. fait. C'est surtout que les autres voient qu'on est nul. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on Mm. pense de nous-mêmes, souvent. Ouais. Personnellement, en tout cas, c'était le cas. C'est pendant très longtemps, j'ai pensé être nul, être pas assez bien, être machin. Et en fait, la plus grande peur qui est liée à cette honte, c'est que d'un coup, on me voit pour ce que je suis vraiment, c'est-à-dire nul, Mm. C'est c'est-à-dire ça. pas assez bien, c'est-à-dire pas que je ne mérite pas d'être aimé. Tu Mm. vois ce que je veux dire? Et donc, en fait, c'est la honte, elle vient parce que on risque de me voir sous mon vrai jour, qui est nul, nul de chez nul. Ce qui est pas la réalité, je l'ai compris qu'après, mais Mm, sur le mm, moment, mm, c'était mm. ma vérité, c'était ma réalité. Ma honte, c'était je suis démasqué. On me voit pour ce Ouais. que je suis vraiment. Mm, mm, mm. Et ce que tu évoques, ça me fait penser aussi au masque, du coup. Mhm.
quand on a ces peurs-là, en fait, on peut avoir développé aussi des masques, donc une identité qui ne serait pas trop la nôtre, et en fait, qui se serait construite. On entend souvent la notion du caméléon. Je ne sais pas si c'est quelque chose Pas du que les tout, personnes je qui sais ce que c'est écoutent un caméléon, mais ok. En fait, l'idée, c'est qu'on va copier, entre guillemets, OK. ce que les autres y font ou ce que les autres y pensent, en fait. Dans le Mmh. sens où, en fonction des personnes avec qui je vais être, alors, ça peut dépendre de l'intensité à nouveau à chaque fois de l'anxiété sociale, mais en fonction des personnes avec qui je vais être un peu différent, en fait. Je vais un peu mimer, copier la personne en face. euh, et par exemple, si elle dit un truc et moi je pense l'inverse, je vais pas le dire. Mmh. Après, ça veut pas forcément dire que vous allez dire ah oui, je suis d'accord avec toi. Mais vous allez juste rien dire en fait. On va juste rien dire. Donc, si vous dites rien, l'autre il peut penser que vous êtes d'accord avec vous. Ou quelqu'un qui aime quelque chose et vous aimez pas, mais vous allez dire que vous aimez Ouais. en fait. Toujours dans l'optique de, en fait, si je montre réellement qui je suis, eh ben, on va pas m'aimer. Si je suis différente, ben, je vais être rejetée. On va pas m'aimer, on va me trouver bizarre. Mmh. Toujours avec ça en tête. Et donc, on peut comme ça développer des nous qui soient pas nous, en fait. Et on parlait d'authenticité tout à l'heure. Ou parfois avoir des difficultés à être authentique parce qu'on a peur que ça nous renvoie. Et en fait, c'est ça ce que tu disais aussi, c'est que ça nous renvoie en fait ce qu'on pense de nous-mêmes, finalement. Mmh. C'est ça. Et si les autres le pensent, ça va confirmer moi ce que je pense de moi-même. Et oui. Et la souffrance derrière, elle est quand même importante. Il faut aussi penser qu'il y a énormément de souffrance derrière ça. Donc oui. Donc, des stratégies comme ça de masque, euh, un peu parfois de faire semblant. Parfois, ça peut être aussi, moi, je sais que c'était aussi beaucoup dans je vais être la fille qui sourit tout le temps ou tu sais, qui est tout le temps de bonne humeur et tout. Alors, même si tu vois, de base, là, ce serait pas tellement un faux moi parce que je suis quand même une personne qui est assez optimiste, tu vois, mais de montrer que cette partie-là, tu vois, d'être toujours cette fille voilà, qui rigole, qui fait passer du bon temps aux gens. Bah oui, parce que cette Pourquoi? partie, elle est Parce acceptée, elle est aimée, voilà, donc ça va. C'est exactement, totalement OK. exactement, Ouais, je comprends. tout à fait. Et deuxième type de personnalité que je faisais ressortir, c'était je vais aider les autres, tu vois. Je vais être à Mmh. l'écoute des autres. Mmh Donc, en mh. fait, je me Mmh. retrouvais parfois dans des soirées, ça c'était avant que je sois psy, je précise, OK. à passer en fait toute ma soirée à écouter des gens parler de leurs problèmes. Et en même temps, c'est moi qui ai créé cette situation, puisque c'est moi qui allais vers les gens pour leur poser des questions. Et en fait, parfois, au fil de la conversation, comme j'ai dit tout à l'heure, les gens, ils aiment bien parler d'eux. Et s'ils sentent que tu les écoutes, bah, ça s'enchaîne. Et je me retrouvais, mais vraiment. Et à la fin, je me dis, mais comment, enfin, comment j'en suis arrivée là? Tu vois, là, j'ai vu trois personnes différentes. Je sais toutes leurs problématiques de vie à ces trois personnes différentes, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris après. Mmh. C'était une stratégie, en fait. Parce que comme ça, j'ai entré en interaction avec les personnes. Et puis, bah, ils m'aimaient bien, tu vois, je les écoute, j'essaie un peu de les aider, de leur donner des conseils. Sauf qu'en fait, bah, déjà, c'est épuisant. Et puis, en plus les interactions, voilà, elles se fait pas comme ça, quoi. Mais tu étais Donc, perçue comme la fille sympa, qui écoute, mhm, qui aide, et cetera, donc ça ouais, rassurait une partie de toi, je suppose? tout à fait. Et je dis pas que c'était fait quand je le faisais, c'est-à-dire que, Ah non, non, non! ouais, je précise, Ouais, ouais. parce que quand je dis stratégie, tu vois, les gens, ils peuvent se dire, en fait, t'es pas sincère et tout. C'est pas ça, c'est juste que je le faisais à l'extrême. Enfin, c'est que ça devenait que moi, finalement. Et que c'était ça que je présentais, en fait. Mais c'est Et que ça c'est hyper devenait les seuls important. moyens d'interagir avec les gens, tu Bah, vois. exactement, et c'est important, c'est pas une stratégie calculée, c'est une adaptation de survie, en fait. C'est juste quelque Ah chose mince, je t'ai que perdu, Yannick. allô, allô? C'est bon, t'es revenu? OK, Ouais, t'as été coupé pendant deux ça marche, secondes. ça marche.
Mais c'est Tu pas disais, grave. c'est pas une stratégie. Tu disais, c'est pas une Oui, je stratégie, ça a disais, coupé. oui, je disais, c'est pas une stratégie intellectuelle, calculée, et cetera. C'est une adaptation de survie, en fait. Exactement. C'est quelque chose que on a appris à faire parce que ça nous évite, d'être dans ces situations qui nous font souffrir atrocement. Comme on l'a dit, la honte, le fait d'être vu comme on est vraiment, d'être mal aimé, et cetera. C'est ça réveille en nous, ou en tout cas ça nous fait sentir des émotions qui sont atroces. Mmh. Et donc pour les éviter, et ben, même sur un point de vue inconscient, on adapte ces stratégies, de survie, on peut dire ça, Mmh, hein. Je veux dire, mmh, c'est mmh, de la survie mmh. Ouais, sociale. totalement, totalement. Et c'est super important ce que tu évoques, le fait c'est un apprentissage aussi. Finalement, les stratégies qu'on a une fois adulte, en fait, c'est les choses qui ont fonctionné en grandissant. C'est que inconsciemment, à nouveau, c'était pas conscient, mais je me suis rendu compte que, ah bah tiens, quand je demande aux autres comment ils vont, quand je me préoccupe de leurs problèmes, ils ont l'air de bien m'aimer. Ok, cerveau, il prend note. Bah, Ok. ouais. Et bah les gars, ça va être c'est bon, ma stratégie maintenant. Quand j'interagis avec les gens, je fais ça. Et c'est vraiment ça, c'est des apprentissages qui sont inconscients parce que voilà, on ne se rend pas compte. Et plus ça va être répété aussi, c'est ça, c'est quand c'est répété, du coup, ça s'ancre à l'intérieur de nous. Mais c'est ça, hein, c'est des stratégies qu'on a souvent dans l'enfance ou comme ça. Après, c'est pour ça que c'est aussi souvent, je pense, lié à des traumas, et Mhm, cetera. Comme tu mhm. disais tout à l'heure, tu sais, toi, d'où ça vient. Moi aussi, je j'ai pas été diagnostiqué, hein, je veux dire vraiment, Mm. et suivi une thérapie, ça a pas vraiment été mon cheminement, mais j'ai aussi compris que probablement, c'était lié à ce harcèlement que j'ai Ouais, vécu à l'école, et c'est assez courant. Je dirais pas que c'est un oui. absolu, hein, je suis pas suffisamment expert là-dedans, mais j'ai l'impression que c'est assez courant que les personnes qui ont d'anxiété sociale aient vécu des formes de harcèlement, à un Mm. moment, typiquement à l'école, des moments où on a compris que, bah, quand on était nous, et ben, on se faisait ou taper dessus, ou on se moquait de nous, ou Mm. on était rejeté. Pour moi, ça a été beaucoup ça, ça a été isolé, et Ouais. c'était une des choses qui était le plus difficile pour moi, c'était d'être mis à l'écart. Parce Mm. que, ben, ce que j'ai compris, ce que j'avais compris et interprété à ce moment-là, c'est: «Ah, ben, en fait, comme je suis, les gens aiment pas, donc ils veulent pas être avec moi». Et après, bah, alors c'est là où tu crées toutes tes stratégies d'adaptation, comme tu l'as dit. «Ah, bah, je vais être comme ci parce que comme ça on m'aime, donc je vais être comme tout le monde», et tu finis par être une Mm. version de toi-même que tu détestes, profondément, mais qui est ta seule version, qui est aimée et qui est pas Ouais. rejetée. Et tout ça, en fait, tu t'en es persuadé. Tu es persuadé que si tu pas cette version-là de toi, que pourtant tu détestes, eh ben, tu vas de nouveau être rejeté, tu vas de nouveau être mal aimé. Mm. Même si c'est pas vrai. Mais Mm, c'est quelque mm, chose mm. qu'on a appris au fur et à mesure de notre vie, et on s'est attaché, en fait, à Mm. cette idée-là. Et c'est exactement ce que tu évoques, c'est que j'étais moi-même, enfin, je dis moi, mais en général, Mmh mh. souvent, Mmh. alors c'est vrai que c'est souvent pour les personnes anxieuses, c'est on était nous-mêmes, et en fait, être nous-mêmes, bah, rejet, jugement, critique, isolement, je te rejoins aussi là-dessus. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça dit à l'enfant? Bah, si je suis moi-même, c'est dangereux. Si je suis moi-même, les autres, ils Eh m'aiment ouais. pas. Donc, je peux pas être moi-même. Mmh mh. Moi-même, c'est mauvais. En fait, c'est ça Mmh. après les pensées. Donc, on peut revenir aux pensées qu'on a une fois adulte. C'est, bah, ça dépend des raisons pour lesquelles vous avez été rejeté, mais ça va être, bah, j'ai pas de valeur, je suis pas intéressante. Mmh. Si je dis ça, et ben en fait, on va se moquer de moi. Donc, si par exemple, c'est quelqu'un qui faisait de l'humour, bah non, en fait, mes blagues, elles sont pas drôles. Ça va être, je suis pas assez intelligente, je suis moins bien que les autres, ils sont mieux que moi. Les autres, ils savent plus de choses que moi. Enfin, plein de pensées comme ça Mmh. qu'on retrouve une fois adulte, ne viennent pas de nulle part, ces pensées-là. Non. Elles ont été construites avec le temps. Et donc ça, je peux enchaîner comme ça sur la deuxième dimension qui est les pensées. Ouais, avec plaisir. Donc comme en fait je viens de dire là, c'est associé à des croyances. Donc les pensées, ça va être, ça vient des croyances qu'on a sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. Et donc, souvent, quand on a de l'anxiété sociale, c'est qu'on a une vision de nous-mêmes qui est assez négative. Je parlais tout à l'heure de l'estime de soi. Mmh mh.
et de penser que les autres sont un danger et que si je suis pas comme eux ou si je dis un truc qui leur convient pas, ça va, ça va me retourner contre moi et ça va me faire souffrance. Et donc, il y a aussi un gros travail sur les pensées Ouais. dans l'accompagnement. Donc, peut-être que vous n'avez pas identifié vos pensées parce que parfois, les pensées, c'est pas quelque chose, surtout comme on disait, on a fait un épisode sur les émotions, je fais juste un lien avec ça parce qu'on disait que Ouais. parfois, on peut être déconnecté de Mhm. soi-même. Mhm. Et donc, ce genre de pensée, peut-être que moi, je sais qu'il y a certaines que j'ai conscientisées plus tard et que je ne me rendais pas forcément compte dans les situations ou sur le moment. Il y avait des signes, il y avait des choses, mais les pensées telles quelles, je les percevais pas forcément. Donc, c'est possible que il y a certaines pensées que vous identifiez pas et que en s'auto-observant comme ça, on vous recommande à chaque fois, je pense que c'est le fil rouge à chaque fois de vous dire de vous auto-observer, vous allez commencer à percevoir des choses et de comprendre, ok, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Ok, quand là, je ressens cette émotion, que je vois que je me restreins à dire ce que je pense vraiment, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Mhm. Pourquoi est-ce que je me dis ça? Qu'est-ce qui fait que je pense ça? Et Ça, après, pourquoi c'est... pas de noter vos ouais, pensées aussi. exactement. Et il y a un concept aussi, encore une fois, dans tout ce qui est méditatif, en fait, on a cette recherche des boucles de pensée automatiques. Ok. C'est-à-dire que, en gros, parce qu'il y a beaucoup d'observations, hein, d'auto-observation dans la méditation, que ce soit dans la pratique euh, stricte, on va dire assise, etc., ou alors qu'en fait, quand on exporte cette pratique dans le quotidien. C'est-à-dire qu'on va observer des répétitions de situations ou d'émotions avec des pensées qui s'enchaînent. C'est-à-dire que, par exemple, comme tu le disais, tu ressens, ou tu es dans telle situation où tu ressens telle émotion, et on va observer qu'en fait, il arrive exactement les mêmes pensées Mm. à la suite. Et en méditation, on n'essaie pas de changer ces pensées-là, on essaie juste d'en être conscient. Parce qu'il y a une notion, en fait, dans ces philosophies-là, qui est que du moment que tu mets la lumière sur, dès que tu es conscient, dès que tu observes une chose pour ce qu'elle est, elle a tendance à s'évaporer. Et en fait, Mm. c'est vrai que quand on prend conscience de ce pattern-là, d'un coup, on prend une distance, on se dit, mais attends, mais c'est automatique, je pense ça, après il arrive ça, après j'ai l'autre pensée qui arrive, et après celle-ci. Et en fait, j'en arrive à la même conclusion à chaque fois. Et ça m'arrive genre 10 fois par semaine. C'est tout le temps les mêmes. Et d'un coup, on se dit, mais attends, si c'est automatique, si c'est comme ça, c'est que c'est pas vraiment moi ces pensées, en fait, c'est juste des habitudes. C'est juste si je remets un disque à chaque fois et il tourne en boucle, hein, ce truc. Et donc, si on arrive à observer qu'en fait c'est un automatisme, on prend de la distance avec, on y accorde moins d'importance et on a plus de facilité à les laisser passer. C'est comme ça qu'on le voit un petit peu dans les Mm. philosophies méditatives. Je ne sais pas si ça fait sens avec toi, Ouais, c'est ton super approche. intéressant. En fait, je suis en train de me dire, on pourrait proposer un épisode sur les pensées. Ok, ouais, avec plaisir. Parce qu'en fait, là, il y aurait plein de choses qui me viendraient à l'esprit, mais je me dis, Ça va faire bon, trop long. sinon, ouais, ça va Ouais, faire trop ouais, long, je pense. je comprends. Donc, vous nous dites en commentaire si tu voulais qu'on fasse un épisode sur les pensées, sur les croyances. Et ce qu'on pourra faire, c'est du coup de voir un petit peu, toi, du point de vue de ta pratique et moi du point de vue de ma Mhm, pratique, comment est-ce mhm. que c'est vu. Et de vous proposer après un exercice aussi pendant cet épisode-là qu'on fera sur les pensées, justement Trop pour bien. travailler un peu sur les pensées. Voilà, donc si ça vous intéresse, dites-nous. Euh, Parce que voilà, il y aurait plein de choses à dire, mais je pense que ça pourrait être un sujet en lui-même. Mais en tout cas, les pensées, ouais, hyper important, effectivement. Ouais. Mm. Donc oui, les pensées et dernier élément, c'était les comportements. Mhm. Donc on l'a aussi un petit peu évoqué avec les stratégies de compensation et le fait de porter un masque. Il y a deux autres types de comportements. Ça va être éviter les situations. Donc tout simplement, je vais pas y aller en fait à cette soirée parce que Ouais. ça crée trop de Oui, trop d'anxiété, trop de. Même s'il y a une partie de vous qui a envie d'y aller, en bien fait. sûr. Il y a une partie de vous qui a envie d'y aller. Mais en fait la peur et la charge mentale est trop grande
et vous dites non, en fait, je ne vais pas y aller. Parfois, il y en a où ils n'ont pas envie d'y aller du tout aussi, ça peut être aussi lié. Puis il y en a qui vont se trouver des excuses aussi pour pas Mhm. y aller. Parce que parfois, ça peut être difficile à accepter. C'est-à-dire qu'on a l'anxiété sociale, donc on va se trouver plein d'excuses. Oh, je suis fatiguée. Oh non, en fait, j'ai pas envie. Là, j'ai une grande journée. Enfin, préfère rester chez moi. Et en fait, la réalité derrière, c'est juste que parce que en allant à cette soirée, ça vous crée de la souffrance, de l'anxiété. Alors, je dis pas que quand vous êtes fatigué, c'est forcément une excuse, mais c'est à prendre au cas par cas et en fonction des contextes. Donc, on peut retrouver beaucoup d'isolement aussi par la personne elle-même, pas parce que Mhm. les autres l'isolent. Et dans l'extrême, ça va être des personnes qui peuvent plus sortir de chez elles, en fait. Parce que Mhm. comme je disais tout à l'heure, pour certaines personnes, rien que le fait d'être observé, genre marcher dans la rue, d'être observé, ça peut créer de l'anxiété. Ouais, Donc, on va pas sortir, en fait. On va rester. Ou bien sortir à sûr. minima vraiment pour des choses très... si je travaillais parce qu'il faut que je travaille, mais dès que j'ai fini, je rentre chez moi, quoi. Ouais, c'est ça. Et même dans ces situations où on est en public, on va avoir tendance à se renfermer quand même, tu vois, à vivre, à vivre sur soi-même. Ouais. Mais ça, c'est le deuxième évitement, du coup. C'est Ok, la bah deuxième. super. On distingue entre évitement des situations totales où j'y vais pas et Ouais. ce qu'on appelle les évitements subtils, où là, en fait, Hmm. on va y aller, mais on n'est pas vraiment là. Ouais, c'est ça. Euh, c'est pour ça que c'est subtil, tu vois, Ouais, parce qu'en fait, on ouais, évite ouais, la ouais. situation, mais d'une manière subtile, on y va. Donc, C'est le ça coup, peut je suis allé être à soit je me mets l'anniversaire dans un et coin. voilà, excuse-moi, c'est exactement, c'était pour Non, ça. vas-y, On mais si pense tu à veux la donner même un chose. exemple, vas-y. Non, mais on pense à la Ouais, même chose, c'est vas-y. genre tu vas à la fête, à l'anniversaire, puis tu restes dans ton coin avec ton téléphone et puis tu interagis avec personne. T'y es, mais t'y es pas Exactement. vraiment, quoi. Voilà, tu y es. Voilà. C'est bon, j'y suis allée. Oui, mais non. Donc, typiquement, ce genre de situation, ça peut être aussi, t'es là-bas mais tu parles pas trop, tu vois. C'est-à-dire que Ouais. t'es quand même dans le groupe, t'es quand même là, mais tu vas pas en parler. Tu vas plutôt écouter, tu vas pas vraiment interagir, ou alors tu vas dire quelques petites choses, mais pas trop. Ou alors tu vas rester très en surface dans tes conversations, faire en sorte que tu Hmm, parles pas trop de toi. exact. Euh, donc c'est vraiment, ça peut aussi dépendre des personnes et des contextes et des situations. Tout à fait. Que dans certaines situations, on peut très bien parler beaucoup plus que dans d'autres. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas d'anxiété sociale. Et c'est ça qui est aussi un peu euh, traite, j'ai envie de dire, entre guillemets, pour les personnes qui voient de l'extérieur. S'ils nous voient dans une situation, ils peuvent se dire, ah, bah, en fait, elle est super à l'aise socialement et tout. Mais en fait, dans les autres situations, c'est Ouais. complètement différent. Donc, ça va aussi dépendre de chacun, des contextes et des situations. Puis en plus, si tu es à Et l'aise par dans rapport... certaines, c'est celles Ouais, que tu vas faire le plus souvent. Donc c'est là qu'on te ouais. verra. Et les autres, tu les Mm. évites un maximum. Tout à fait. Donc tu t'améliores pas dans ceux où t'es pas à l'aise. Ouais, Et tu exactement. mets Bah full ça. focus dans celle où tu l'es. Moi, c'était par exemple, genre vraiment les jeux vidéo, tu vois, c'est le truc qui m'a sauvé, moi, de l'anxiété sociale. Mm, Parce que comme beaucoup de mon anxiété sociale, je l'avais liée au physique, et ben, le fait d'être sur les jeux vidéo, parce que moi, je jouais mm. beaucoup à des jeux en ligne et des choses comme ça, parce que j'aimais pas jouer tout seul. C'est là où je trouvais mon côté social, en fait. Ouais. Tu vois? Donc, je vivais dans les jeux vidéo. J'avais des interactions. J'avais des amis extraordinaires, tu vois, sur les réseaux. Parce que je jouais à ces jeux et qu'on était tous en ligne et qu'on Mm, discutait, etc. Mais par contre, c'était le seul endroit où je pouvais avoir des interactions sociales. Tout le reste de ouais. ma vie, c'était beaucoup plus compliqué et je m'étais isolé de plus en plus. Ou Mm, alors, j'étais obligé d'avoir des interactions sociales, donc je mettais ces masques qu'on a parlé tout à l'heure, etc. mm. Oui, tout à fait. C'est important aussi, je répète, mais ça va être différent selon les personnes aussi. Mhm, Et ça va être différent aussi. Alors ça, c'est une théorie, hein, c'est moi qui dis ça, en fonction de ce que vous avez vécu. Là, je pense à un exemple. Pour certaines personnes, quand ils se retrouvent par exemple avec des personnes qu'ils considèrent au-dessus d'elles-mêmes, que ce soit hiérarchiquement ou parce que physiquement elles seraient plus attrayantes ou parce que elles leur renvoient cette image de elles sont super à l'aise quand elles parlent ou mhm. elles ont confiance en elles, et bien là il y a de l'anxiété sociale qui va apparaître. Ça va être encore pire entre guillemets. Ok. Euh, Retrouver par exemple, comme on dit tout à l'heure, le figement, le fait de plus savoir quoi dire, là, le fait de se refermer complètement Mhm. contre soi. Alors que quand ça va être avec des gens qu'elles considèrent comme être comme elles, on va dire, sur un même niveau, bah, on ne retrouve pas ça, être beaucoup plus à l'aise, en fait. Oui.
totalement. Et ça va aussi dépendre, et c'est là où je dis c'est ma théorie, en grandissant, quelles personnes vous ont rejeté aussi? Bien Avec quelles sûr, personnes ça a été plus compliqué? totalement, totalement vrai. Totalement vrai. C'est moi, bah, par exemple, le harcèlement que je vivais et ça peut en étonner certains, mais c'était plus des filles qui m'ont rejeté, Mmh, qui étaient vraiment, qui harcelaient ou qui faisaient des sales coups et cetera et donc là où j'avais le plus de difficultés par la suite, c'était dès que j'avais des interactions avec la gente féminine ouais, et donc ça ça fait dépend. Ce que sens. tu dis ce que tu dis, c'est totalement logique parce que c'était ces personnes-là où j'avais donné le plus de mon «pouvoir» entre guillemets, d'importance extérieure sur Ouais. la manière dont elles me voyaient. Et donc, Mmh, c'est pour ça mmh que ça a mh. été lié aussi beaucoup au physique et ce genre de choses parce que Ouais. tu lis, hein, tout ce qui est forcément, séduction, ma valeur en tant qu'homme, et cetera. Tu lis toutes ces choses-là Mmh mh. avec. Et donc ça, c'est important ce que tu dis, c'est que selon ce qu'on a vécu, ça va se Mmh. manifester différemment et c'est ça qui est aussi hyper important et pourquoi je pense que dans ce genre de cas, c'est extrêmement important de se faire accompagner d'une manière ou d'une autre, hein, parce que c'est il faut comprendre en fait comment ça se manifeste chez soi et Ouais. tu sais, il y a pas ce truc, de ça se manifeste comme ça c'est Mmh. le profil type de l'anxieux social. Ça, c'est le profil Mmh type. mh mh. Ah, si tu rentres pas dans ce profil-là, c'est que c'est bon, tout va bien. Non, ça va Mmh. dépendre tellement de chaque personne. Ouais, tout à fait. Je suis totalement d'accord avec toi, et c'est aussi pour ça que c'est important pour moi de donner plusieurs exemples, d'expliquer un petit peu les nuances. Parce que en fait, alors moi, j'ai jamais été diagnostiquée, tu disais que toi non plus, j'ai jamais Non, été diagnostiquée officiellement en anxieux social. Pour autant, je me retrouve, enfin, je peux dire que je l'ai été. Alors, bon, je suis toujours un peu, mais disons que ça a quand même un peu diminué. Euh, mais en fait, enfin, vous n'avez pas besoin de rentrer dans toutes les cases. Et puis, en fait, ce qui est aussi important, c'est est-ce que ça vous fait souffrance? Parce que ça, votre oui, c'est souffrance, ça. en fait, elle est authentique. Personne ne pourra vous dire que vous souffrez pas. Enfin, ça, c'est, c'est à la fois, voilà, cette souffrance et comment ça impacte votre vie, en fait. Si vous sentez Mmh. que bah, c'est problématique pour vous dans votre vie, bah, c'est là où c'est important de commencer aussi à regarder ce qu'il y a, et d'avoir un peu les subtilités en fonction de vous. Et c'est vrai Sûr. que tout seul, ça peut être compliqué à identifier. C'est mieux si vous êtes accompagné par un professionnel. Euh, mais en tout cas, oui, de voir que l'être humain, il est très complexe, et que c'est pas juste de remplir des cases pour poser des étiquettes, en fait. C'est que Mmh. voilà, dans la réalité, il y a des choses beaucoup plus complexes. Ouais. Et même si on n'est pas diagnostiqué, anxieux Mm. social parce que peut-être qu'on n'a pas c'est pas suffisamment intense pour rentrer dans la case, ça ne veut pas dire que vous pouvez pas vivre des Ouais. moments où il y a une forme d'anxiété sociale qui se manifeste, même si vous n'êtes pas anxieux social. C'est pour ça que même si j'ai pas été diagnostiqué, j'ai pas besoin de c'est pas grave, même Mm. si peut-être j'ai jamais été un anxieux social, avec le trouble d'anxiété sociale et cetera. C'est possible, hein, aucune idée honnêtement. Mais ça n'empêche pas que dans ma vie, j'ai eu des Mm. situations où en fait, les interactions sociales me limitaient et me posaient problème. Ouais. Et donc il y a pas besoin d'avoir forcément cette étiquette-là Mm. et je pense que l'étiquette, elle est très importante quand on ne sait pas ce qui nous arrive, Ouais. mais qu'il y a des fois où même si vous avez juste des situations dans votre vie qui vous limitent, qui sont problématiques, où vous êtes en souffrance dans des formes d'interaction sociale, eh ben, c'est pas grave s'il y a pas un diagnostic qui tombe et cetera. Il est quand même possible de travailler sur ces points, d'améliorer, de s'entraîner. Il y a pas besoin d'être arrivé à un niveau où c'est tellement intense qu'on est diagnostiqué anxiété sociale. Il peut y avoir des moments où c'est juste peut-être quelques situations qui vous posent Mm. problème. Et que c'est peut-être même pas très intense, mais que ça vous empêche de faire des bonnes, présentations à votre travail parce que, vous êtes pas complètement à l'aise et que ça vous stresse trop et que ça vous fait bégayer, comme on disait tout à l'heure et que vous êtes pas au meilleur de votre performance. Bah, en fait, cette situation-là, elle est pas forcément catastrophique en soi, mais elle est quand même un peu handicapante et on peut quand même s'améliorer. On peut quand même Mm. Mm. utiliser Mm. un petit peu tout ce dont on vient de parler, même si on n'a pas forcément de l'anxiété sociale très forte, Ouais. heu, voilà. Mmh, 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 mmh.
Et je veux rebondir sur ce que tu dis parce que ça me fait penser à ce sentiment d'illégitimité. En fait, le truc, c'est qu'on peut avoir ce sentiment de se dire, ouais, mais moi, je suis pas, il y a pire que moi, ou je suis pas dans Mmh. les extrêmes, ou je rentre pas dans cette catégorie-là au niveau de l'intensité du trouble. Mais en fait, ça remet pas du tout en cause votre propre expérience. Enfin, c'est pas parce que vous n'êtes pas dans les extrêmes ou que vous n'êtes pas dans ce qu'on pourrait considérer l'anxiété sociale que ce que vous vivez, bah, ça n'a pas d'importance et que vous n'avez pas de problématique, en fait. Mmh. Et c'est ça qui est important aussi, parce que je sais que pour certaines personnes, ça peut les empêcher d'aller consulter. Ouais, je Enfin, suis d'aller d'accord. consulter ou d'aller se faire accompagner. Parce qu'elles se disent, ouais, mais non, mais en fait, bon, moi, de ce que j'entends, je suis pas dans les extrêmes non plus, ça va, hein, c'est Pas bon. si grave. Sauf qu'en fait, derrière, vous souffrez et ça vous empêche de faire des choses. Mmh. Donc, voilà, si les personnes qui nous écoutent, elles se retrouvent là-dedans, de vous dire que si pour vous, cette notion de bah, je suis pas dans les extrêmes, c'est un frein pour pas vous faire accompagner, on fait péter le frein. Ok. C'est ça. Non, c'est pas. L'important, c'est vous. Voilà, avec votre vie, là, on est sur la dimension individuelle, l'accompagnement individuel. Donc, si vous êtes en souffrance et s'il y a des choses qui vous gênent dans votre vie, euh, bah, faites ce que Ce que vous vous pouvez pouvez. pour essayer d'améliorer. Ouais. Et même si vous êtes pas dans la possibilité de vous faire accompagner ou que vous avez pas Oui. envie de vous faire accompagner et cetera, vous pouvez déjà faire des choses, juste par Mhm. vous-même, et cetera. Commencer à faire des petits pas. Ouais. Chaque souffrance est légitime et il y a et on peut travailler sur n'importe quel Mm. type de souffrance pour améliorer un petit peu les choses. Il y a pas besoin d'être, tout en bas, d'attendre d'avoir touché le fond Exactement. Mais c'est ça. pour Ouais. commencer à Mm, améliorer mm. un petit peu les choses, hein. Tout à fait. Et là, j'essaie de me rappeler un peu ce qu'on a dit. On vous a parlé du fait, oui, d'essayer de se décentrer de soi-même Mmh. quand on est dans des situations comme ça, sociales. Essayer du coup voilà, de faire plus attention à la personne qui est en face, enfin, en lui posant des questions, en s'intéressant à elle. Et l'exposition, qui est aussi très important, et de le faire à votre étape, enfin, à votre rythme, différentes étapes. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on travaille quand on est justement sur les comportements. Euh, si on est sur des personnes qui sont beaucoup dans l'évitement, on va aussi développer un peu un plan d'action, bah, comment petit à petit tu peux retourner un petit peu dans la vie sociale à ton rythme, pas que ça te déclenche trop. Donc ça, c'est ouais, c'est vraiment Ça les serait deux tes conseils. Je sais pas conseils, si... ouais. Tu Ouais, donnerais ouais, ces ouais. conseils-là aux personnes qui aujourd'hui ont Mm. des situations, en tout cas, où elles vivent Ouais, des formes d'anxiété sociale ou d'inconfort social, et cetera. Ça serait les choses que tu conseillerais, ouais, de ton côté. ouais. Après, il y a OK. un travail sur le détachement des pensées, mais ça, c'est, enfin, tout seul, ça peut être peut-être un peu compliqué, mais déjà, Mmh. voilà, de prendre en compte les pensées qu'on a. Et après, il y a plusieurs outils, manières de travailler sur les pensées, mais déjà d'en prendre conscience, je pense que c'est quand même important de Ouais, mais pouvoir. c'est des super conseils. Qu'est-ce que je proposerais, moi, de mon côté? Honnêtement, bah, ça va revenir avec mon outil favori, hein, mais effectivement, je pense que accompagner ce genre de travail, psychologique par des formes de méditation peut être extrêmement intéressant. Pourquoi? Je sais qu'on voit pas forcément le lien dans un premier temps. On se dit: «Ouais, OK, bah, pourquoi méditer va m'aider à être moins anxieux socialement?» Et ben, en fait, ça revient à ce qu'on disait, par rapport à l'ego. Parce que moi, en fait, concrètement, mon anxiété sociale, elle s'est améliorée pas parce que j'ai fait un travail thérapeutique dessus et je suis pas en train de dire que qu'il faut pas aller faire une thérapie ou quoi que ce soit, c'est extrêmement utile. Moi, ça a pas été ma voie et j'ai eu la chance, de pas en avoir eu besoin, et d'avoir pu faire ça par moi-même, mais c'est une chance, hein, honnêtement. C'est parce que j'ai eu les bonnes conditions, les bonnes opportunités et cetera. Mais en fait, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est justement ces travails méditatifs. Pourquoi? Parce que indirectement, ça a diminué mon ma connexion avec mon ego et avec le fait de centraliser tout sur moi. Donc, j'ai pris une petite distance avec ça, ce qui a, en fait, par résultat, diminué un petit peu, mon anxiété sociale. La Mm. deuxième chose que ça a fait, c'est que ça m'a aidé à avoir une meilleure compréhension de mes émotions. Donc de mieux les reconnaître, de mieux réagir face à ces émotions. Donc encore une fois, comme bah, il y a de ces sentiments de honte et de peur, et cetera, ça a aussi Mhm. un petit peu participé à améliorer les choses et pris de la distance avec les pensées, parce que ça, c'est un gros travail qu'on fait. On laisse beaucoup passer les Mm. pensées en méditation, et cetera. Et donc ça crée en fait cette distanciation par rapport à nos pensées. Et encore une fois,
Et ben, comme c'est un des symptômes de l'anxiété sociale, ça a amélioré un petit peu ça. Donc je pense que la méditation est, pour certaines personnes, ça suffira vraiment pas, mais pour certaines personnes, ça peut faire quand même une grande partie du travail. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va aider à faciliter le Ouais. processus. Et j'ai travaillé avec certaines personnes qui faisaient des psychothérapies ou vraiment des thérapies plus longues par rapport à de l'anxiété ou de l'anxiété sociale ou des choses comme ça. Et en fait, on a remarqué qu'en faisant du travail méditatif, ça accélérait ou ça améliorait un petit Mmh. peu ou ça aidait, ça venait venir soutenir en fait ce travail. Donc moi, je conseillerais euh, de s'initier à quelques pratiques Ouais. méditatives. Alors après, c'est compliqué parce que de donner vraiment une pratique ou comme ça, parce que ça va vraiment dépendre, comme on l'a dit, il y a beaucoup de manifestations de l'anxiété sociale, donc ça va dépendre un petit peu quel, comment ça se manifeste chez la personne. Mais je dirais simplement de commencer quelques petites pratiques. On prend le temps de s'auto-observer, des pratiques comme ça, de revenir sur l'instant, de ce choses comme ça, vont aider indirectement, même si on ne voit pas forcément le lien, ça va aider indirectement. Je voulais juste rajouter, 2 choses que je pense que c'est important. Mmh. Là, tout ce qu'on vous dit, on vous dit de vous exposer et tout et d'aller essayer et en même temps, je vous parle parce que moi, c'était mon cas. En fait, parfois, je me forçais Mmh. à aller à certaines situations et là, je peux parler du groupe. On en a pas trop parlé, mais à aller, par exemple, à des soirées ou à faire des choses alors que clairement, j'avais pas envie et c'était pas n uniquement j'avais pas envie parce que, il y avait l'anxiété sociale, mais parce que, voilà, j'avais pas envie et je me dis: «Mais il faut que j'y aille, faut» enfin, voilà, je me force à y aller et en fait, maintenant, j'ai arrêté ça. Je me dis: «Mais en Mmh. fait, à quoi ça sert en fait au final? Enfin, si c'est pour que je passe une soirée qui est pas ouf, si c'est juste histoire, tu vois, de rencontrer des gens, parce il y avait cette notion-là en fait de, parce qu'on parlait d'un manque, enfin le fait d'être manque d'être aimé, donc ça, enfin moi c'est passé par, je vais rencontrer plein de gens et inconsciemment c'était pour combler justement ce manque, tu vois, OK, de se ouais, je dire on va vois. rencontrer plein de gens, on va se faire plein de potes et tout. Euh, et, et, et si jamais vous êtes aussi dans cette dynamique-là où vous forcez euh, pour ce que je viens d'évoquer, en fait, d'essayer de pas tomber là-dedans et de vous dire, mais en fait, si vous voulez pas y aller, si vous voulez pas rencontrer, parler à 20 personnes ce soir, et ben c'est OK aussi, quoi. D'accepter aussi, je pense que derrière cette acceptation aussi, enfin, en tout cas, moi, c'est le cheminement que j'ai fait, acceptation aussi de cette part de moi qui fait que, bah, en fait, parfois, j'aime bien aussi être seule. J'ai pas forcément envie d'aller parler à Pierre-Paul Jacques. Et c'est pas parce que je sors pas ce soir que je vais être isolée toute ma vie et que j'aurai toujours cette anxiété sociale. Donc je pense que ça, c'est Tu as trouvé important. un équilibre, en Euh, fait, un peu plus, ouais, c'est entre les 2. ça, Mmh mh. exactement. Et sur cette notion de groupe, c'est quelque chose aussi qu'on retrouve beaucoup chez les personnes anxieuses. Quand elles se retrouvent dans des groupes, souvent, ça va être bah, de pas trop parler ou un peu de se Mmh. replier sur soi. Le groupe demande plus d'énergie, je trouve, que quand on est en interaction. Enfin, tu vois, Oui. par exemple, moi, ce que j'avais l'habitude de faire, c'est que quand je rentrais quelque part, il y avait plein de monde, je spottais toujours, genre, une personne. Enfin, je regardais, j'observais, on parlait d'observer. Et tu vois, une personne où je me dis, ah, tiens, avec Celle-là, ça va le celle-là, faire. celle-là, ça va le faire. Exactement. Et j'essayais d'être le plus possible dans les interactions one-to-one parce Ouais, que je suis plus à l'aise oui. que quand c'est dans le groupe. Dans le groupe, en plus, tu sais pas à qui doit parler, à quel moment. Enfin, après, ça, c'est un autre sujet sur les relations humaines, sur la norme sociale. Euh, et donc, en fait, le groupe est d'autant plus fatigant. Donc, au bout d'un moment, c'est OK, en fait, arrêtez de se forcer. Ça vaut pas forcément la peine. Donc, de trouver cet équilibre entre j'évite absolument tout et je me force absolument tout, quoi. À nouveau, on Mmh. nuance un peu les choses, on en trouve en équipe. Je sais pas Ouais. si ça te parle, ce que tu évoques. Oui, tout à fait et puis je pense qu'en fait, il y a aussi des étapes, hein, de choses. C'est Ouais, pourquoi on aussi, fait le ouais. truc. C'est-à-dire que je pense qu'on peut voir le fait d'aller à une interaction de groupe comme ça, comme un entraînement Ouais. et en fait, on s'entraîne à le faire
Et puis après, il y a un moment où on s'est bien entraîné et tout, on est arrivé à une certaine, «maîtrise» entre guillemets, on est plus à l'aise, Mmh. Mmh. on est moins embêté et là, on arrive à un moment où on se dit: «OK, qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ou est-ce que je le faisais surtout pour l'entraînement, Ouais. pour être plus à l'aise socialement?» et cetera. Ce qui a été mon cas aussi honnêtement. Moi, je suis quelqu'un Mmh. qui est très solitaire, qui adore être seul, qui adore être par moi-même, je suis un peu un ermite, hein, honnêtement. Et maintenant, l'idée, c'est que j'adore ça, j'ai accepté ça et ça fait partie de ma vie. Je sais que j'ai besoin d'être seul parce que les relations sociales me coûtent aussi, heu Mmh. Mmh. et qu'en fait, j'aime être par moi-même, j'adore ça mais par contre, en fait, ça me bloque plus maintenant. Si j'ai besoin Ouais, d'aller le c'est ça. faire, si j'ai besoin d'aller interagir socialement, si j'ai besoin d'aller faire quelque chose, c'est OK, en fait, c'est plus une Mmh. 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 torture, ça peut être un peu désagréable certaines fois parce qu'il y a des petites remontées et cetera, Mmh. mais ça m'empêche moins de passer à l'action, en tout cas et je vais quand même aller le faire et je vais quand même Ouais, aller faire des meet-up, par exemple, en ce moment, ouais. en Thaïlande pour aller, rencontrer quelques personnes parce que je suis loin de chez moi et puis parce que c'est cool de se faire des amis un petit peu, par ici aussi et après, c'est OK de pas en faire pendant 2 semaines. Il y a pas de Mmh. problème. Ouais. Je Mmh. pense Mmh. qu'au Mmh. début, on le fait pour s'entraîner et Ouais. après, une fois qu'on a on peut retrouver en fait qui on est et puis ce qu'on aime et Mmh. puis ce Mmh. qu'on a Mmh. Mmh. envie Mmh. ou pas de faire. Mais peut-être c'est bien d'abord dans un premier temps de se forcer un tout petit peu. Comme tu dis, il faut pas que ça devienne too much, hein, mais Mmh. se forcer Mmh. un tout petit peu et puis après, ça nous permet d'être suffisamment bien avec soi pour Ouais. retrouver ensuite, ce côté, bah, de ce qu'on a envie, quoi. Oui, c'est vrai que c'est par étapes, c'est ça aussi en fait, en fonction des différentes, étapes de rétablissement ou différents moments de notre vie, on va avoir aussi envie et besoin de choses différentes Mmh. et ce besoin-là de d'être aimé par tout le monde ou d'avoir, plein de potes, en fait, je l'ai plus du tout aujourd'hui. On vieillit. Mais parce que ça a été comblé, que ça il y a eu un rétablissement. Mais du coup, c'est positif de dire: «Bah, Totalement. il s'est passé quelque chose», tu vois? Que ça et pour les gens qui nous écoutent aussi, pour donner un petit peu d'espoir, c'est vous voyez, enfin, une des raisons pour laquelle je partage ça, parce que je réfléchis beaucoup à qu'est-ce que je partage de moi ou qu'est-ce que je partage pas de moi, en plus en tant que future psychologue. Hem et j'ai hésité, enfin, j'hésite beaucoup quand je parle de moi à dire certaines choses et en fait, vraiment si j'en parle, c'est pour vous aider vous, si jamais vous vous retrouvez dans cette situation, de vous dire que déjà c'est pas une fatalité, que Mmh. votre état actuel aujourd'hui, il va pas rester comme ça, toute votre vie. Que, si vous pouvez commencer à faire un travail sur vous, alors sans forcément être accompagné au début, mais en tout cas si vous commencez les démarches, ça peut changer et de vous parler de mon expérience et aussi ton expérience Yannick, de vous montrer que en effet, les choses peuvent évoluer, les choses peuvent changer. De vous montrer aussi que vous n'êtes pas, seul dans ce que vous vivez parce que je retrouve ça beaucoup aussi des personnes qui ont cette impression qu'en fait, il y a qu'elles qui ressentent ça ou qui vivent ça, Mmh. alors que c'est pas le cas. Et la troisième chose, c'est aussi pour vous montrer que ce qu'on voit à l'extérieur, ben, en fait, ça dit pas grand-chose de ce qu'il y a à l'intérieur. Mmh. Et que, là, comme je disais tout à l'heure, le fait que, voilà, je fais pas mal de choses, beaucoup d'interactions, que ce soit sur les réseaux ou quand je vais m'engager sur d'autres événements sociaux. Ça veut pas dire que, c'est fluide et qu'en fait, bah, i tout se passe bien pour moi quand je le fais. Par contre, je vais le faire quand même. C'est ça, c'est que même si c'est difficile, je le fais quand même. Ouais. Voilà, donc je voulais juste, finir, enfin finir ou je sais pas si tu voulais rajouter des choses toi, Yannick, mais, là-dessus, parce que ce qu'on fait là, c'est vraiment dans l'optique de pouvoir vous aider et que ça puisse vous apporter quelque chose. Hem, donc c'était aussi important pour moi de mettre, de dire ça. Sachant que derrière, tu vois, tu as aussi l'idée que, surtout en tant que professionnel de l'accompagnement, tu vois, mais si je dis que j'ai ça comme problématique, en fait, les gens, ils vont trouver que je suis pas légitime pour les aider sur ça. Et en fait, j'ai compris avec le temps que non, déjà, c'est le contraire, parce que déjà, je sais ce que vous vivez. Après, j'accompagne pas que sur cette problématique, mais il y a cette dimension-là. Et pour vous montrer aussi que malgré le fait que j'ai ces problématiques-là, ça m'empêche pas quand même de passer à l'action, de faire des choses et Ouais. de réaliser des choses qui me tiennent à cœur, même si ça me fait flipper et même si, bah, voilà, il y a un peu d'anticipation et ben je vais quand même reprendre la maîtrise, contrôler ça
que ce soit moi qui soit la maître de ma vie, si on peut dire ça comme ça. Non, mais je pense que tu as fait un point qui est extrêmement profond, on va Mm. dire. Et là, vous avez l'exemple de 2 personnes qui c'est pas une, c'est 2 personnes qui ont probablement vécu des situations, en tout cas similaires ou avec quelques points communs. Je ne prétends pas que je comprends exactement ce que vous vivez aujourd'hui, mais en tout cas, il y a certains points où peut-être que vous vous êtes retrouvés dans ce qu'on a dit et dans les situations qu'on a pu vivre et qu'on n'est pas, des gens extraordinaires, qui avons tout Mhm. compris et qui je veux dire moi oui, je pratique la méditation depuis 10 ans, ça fait stylé et tout, et on dirait que j'ai atteint l'éveil, tu vois? Que j'ai tout compris sur la vie et cetera. Moi, j'ai des gens des fois qui me parlent et ils pensent que j'ai tout capté. Je suis là genre: «Non, vraiment pas». J'ai commencé de très, très loin avec beaucoup de problèmes et la seule différence, c'est juste qu'à un moment, j'en ai peut-être eu marre Mm. et j'ai décidé que, bah, j'allais accepter d'être inconfortable, que j'allais accepter d'en chier un petit peu parce que j'avais plus envie d'être la personne que j'étais et en tout cas de vivre les situations que je vivais à ce moment-là et d'être limité et de vivre une vie qui était, juste en surface comme ça, heu et c'est la seule chose qui a changé. C'est juste qu'à un moment, j'ai décidé ça et après j'ai fait un petit peu tous les jours et forcément maintenant, comme ça fait plusieurs années que j'ai commencé ce parcours-là et ben, on peut se dire genre: «Ah ouais, il y a eu beaucoup de c'est vraiment stylé, il arrive à parler devant tout le monde, sur un podcast, devant les gens, devant mes abonnés YouTube et cetera, c'est trop stylé». Ouais, mais en fait, c'était des petits pas, de plusieurs années. Moi, ça fait comme je disais, ça fait 10 ans que je médite, donc on peut dire que ça fait 10 ans que j'ai commencé un petit peu à faire quelques petits trucs. Mais ça a pris du temps et j'ai encore un sacré chemin devant moi et je pense que le ce qui est important comme message, j'essaie de faire passer là, c'est ça peut paraître comme une immense montagne et Mm. c'est le cas. Parce que si on regarde juste, genre: «Oui, mais je veux être ça, je veux être parfait, je veux être génial, et cetera. Je veux plus souffrir, être totalement libre, vivre la vie que je veux» et cetera. C'est vrai que ça peut paraître très lointain et très difficile. La réalité, c'est que ce qui va vraiment faire la différence, c'est les petits pas quotidiens que vous allez faire. C'est le choix d'aller à la petite fête malgré que c'est inconfortable. Le choix de dire bonjour à la boulangère, Mm. ou au boulanger. Le choix de sortir de chez vous. Bah, en fait, c'est les petites choses qui paraissent les plus insignifiantes qui, quelques mois, 1 an, 2 ans et cetera, après, vous regarderez en arrière et vous auront complètement transformé. C'est ces petits pas quotidiens qui vont vraiment faire la plus grosse différence. Tout à fait. Est-ce qu'on n'aurait pas notre mission de Ah vas-y, l'épisode? formule la mission, j'ai hâte. Alors attends, parce que là, on était sur les petits pas. Moi, je pensais à vous proposer de faire un petit pas, OK. mais on va faire un. Voilà. Ouais, Une une mission. chose qui est pour vous difficile à faire. Alors là, on est sur l'anxiété sociale, mais si vous ne reconnaissez pas l'anxiété sociale, ça peut être autre chose. En tout cas, une chose qui vous fait peur, une chose où vous avez un peu des croyances bloquantes, de la faire. Alors, comme on a dit tout de suite, enfin tout à l'heure, de ne pas faire trop gros d'un coup. OK? Vous divisez ça en petites étapes et on fait la première étape. Est-ce que Voilà, tu pourrais juste donner comme un ça. exemple, par exemple, pour que ça soit un petit peu plus, concret? Ouais. Mais ça peut être par exemple, vous avez envie de poster une vidéo sur les réseaux sociaux. OK. Et en fait, vous avez peur de la poster. Ou une vidéo, une story. Vous avez peur de la poster. Et ben, ça va être de la poster et de le faire. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé de tout dire ce que vous vouliez dire, mais ne serait-ce que une phrase, 2 phrases, 3 phrases, juste comme ça, de, de la poster.
Alors là, les comptes cuisinés, c'est très, très entrepreneur, mais c'est le premier truc qui m'est venu à Ouais, il y l'esprit. a pas il y Je a sais pas de pas si souci. toi, si tu as un autre exemple un peu Est-ce qu'on plus, pourrait trouver un truc qui est pour ceux qui n'aiment pas les réseaux sociaux, qui n'ont pas envie d'être sur les ouais. réseaux sociaux, ce que je comprends à 100. Hem, aller parler avec un collègue, juste Ouais. peut-être, Mmh. qu'on n'a peut-être pas l'habitude de parler avec et juste avoir une interaction, même si c'est un simple, bonjour et puis Ouais. comment ça va aujourd'hui et cetera. Peu importe, l'interaction va dépendre un petit peu du niveau de Mmh. confort auquel vous êtes aujourd'hui. Si aujourd'hui c'est déjà compliqué de lui dire simplement bonjour à cette personne, bah, juste un bonjour, ça suffira. Si bonjour, c'est assez facile, peut-être une petite discussion et en fonction, voilà, du niveau Mmh. où vous êtes aujourd'hui, bah, l'interaction sociale, elle sera plus ou moins, «forte» entre guillemets ou peut-être, Ouais. je sais pas comment on pourrait dire ça, Intense mais ou ouais, intense, voilà. Et là, après, c'est mmh. à vous de jauger en Mmh. fonction de là où vous êtes aujourd'hui, mais peut-être que ça, c'est quelque chose qui est donc pour les entrepreneurs, vous avez le côté, poster quelque chose, entrepreneur ou alors peu importe si Heu, c'est quelque chose qui vous oui, plaît, les vous, gens les sur réseaux les sociaux réseaux, ouais. et les autres, ça sera plus, collègues, et cetera. Ça Ça paraît peut pas être mal, aussi non? ami ou ça pourrait être aussi, Ouais, et puis je après, sais c'est des pas, exemples, le hein. oui, voilà, c'est des exemples, voilà, j'ai toujours ce truc de pour essayer de convenir à tout le monde, tu vois? C'est pour ça que je me disais: «Ah Ouais, ouais, mais ouais, non, mais il est 100. un peu trop ciblé». Non, mais c'est un Hem, exemple adapté si vous avez pas envie de faire un de ces 2 exactement. choses, une de ces 2 choses, ça peut être juste quelque chose, comme tu disais, qui est un tout petit peu inconfortable, socialement. Le but, c'est que ça soit Ouais. social et donc qu'il y ait une interaction avec Mmh. les gens dans une situation qui est un peu inconfortable pour vous. Pas trop, Ouais, mais un peu. un peu, voilà, on insiste sur le un peu Voilà. et n'hésitez pas à nous dire, si vous voulez, ça peut aider parfois, de mettre en commentaire ce que vous allez faire. Oui, soit en commentaire, soit vous Ouais, nous je sais envoyez pas un si on peut trop message. mettre sur le commentaire sous les podcasts, mais Sur ça dépend où vous Spotify, tu écoutez. peux, mais sur ouais, OK. ça dépend sur quoi. Mais sinon, bah, sur YouTube, tu peux. Sinon, nous envoyer un message, soit avant que vous l'ayez fait, soit après. Voilà, parce Mmh, mmh, que mmh. comme on vous le dit aussi à chaque fois, nous, ça nous intéresse de savoir si enfin, ce qu'on vous dit, ça peut vous aider. Et voilà, on veut que ce soit aussi interactif. Donc, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Et puis, si vous avez des choses qu'on a abordées aujourd'hui, vous voulez qu'on aille plus en profondeur, dites-le nous aussi, que ce soit sur des techniques, des outils, des pratiques thérapeutiques, ou que ce soit sur des sujets en particulier. Ouais. Voilà, n'hésitez pas à nous dire. Et puis, je pense que là, on a fait le tour, Yannick. Ouais, Hein, je totalement. pense que pour Je aujourd'hui, je redis juste donc l'endroit pour nous contacter le mieux, ouais. franchement, c'est Instagram, au cœur du mental et c'est là le plus simple, je pense, pour nous contacter, directement, pour échanger, si vous avez des questions, si vous avez, envie de partager justement vos expériences avec les petites missions quotidiennes, Mhm, c'est mhm. l'endroit où on est le plus accessible, en fait. C'est, ou Ouais. directement sur nos Instagram, donc Piment de ta vie pour Laure et puis Yannick Explore pour moi-même, ou alors sur le compte du Mm. podcast Au cœur du mental. C'est le petit, call to action, c'est la petite, instant publicité pour le compte. Venez nous Voilà, suivre, c'est ça. ça nous permet de faire passer ces messages à plus de monde et le but, c'est vraiment de Ouais. créer une communauté. Donc, si c'est un projet qui vous parle, que vous aimez bien, Mhm. hésitez pas à Ouais, aller faire tout un à petit fait. tour sur notre Instagram, sur le Instagram de Au cœur du mental. Et ça me fait penser aussi, parce qu'on le dit jamais, mais abonnez-vous, hein, si ça vous plaît, si, Bah ouais, si ça vous plaît ce qu'on fait. Et puis, n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Partagez ce podcast si ça vous a aidé, si vous avez appris des choses, si vous avez ému. Allez-y, exactement. c'est open bar, partagez à qui vous voulez. Super. Et ben, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Laure. Et puis, ben, on se retrouve pour un prochain épisode, la semaine prochaine. Ouais, on fait ça. Et bien, merci à toi, Yannick, et puis merci à toutes les personnes qui nous écoutent. Salut! Ciao, ciao.